OK. Alors, bonjour ou bonsoir, selon le moment où vous allez visionner cette petite conférence, Retrouver l'espace sacré du temps des fêtes en 6 étapes. Alors, j'ai pensé proposer ce thème-là parce que il se passe quand même des choses dans le monde. Et je pense qu'en France, entre autres, et en Suisse, en Belgique, je pense au Québec et un peu partout dans le monde, il y a quand même des conditions particulières qui font que le temps des fêtes devient un espace complètement différent que celui à lequel on est habitué, puisque normalement, bon, le temps des fêtes, c'est une occasion pour se retrouver en famille, ou qu'on voit très peu, en fin de compte, et qu'on se retrouve tous dans un même lieu durant le temps des fêtes. Et là, finalement, ça semble pas semble s'aligner dans cette direction-là. Donc, c'est peut-être une occasion, justement, pour envisager autrement les choses. Et c'était un peu le sens du thème de la conférence d'aujourd'hui, d'essayer d'amener un autre regard, simplement, sur comment on peut envisager la chose. Il y a Brigitte qui me dit « Je sens l'énergie de lâcher prise sur les anciens schémas. Ça se vit comme des petits deuils, beaucoup de nouveautés à venir. » Oui, effectivement, ben, c'est ça. Quand on brise un rythme, hein, le rythme actuellement, c'est que le temps des fêtes, normalement, il y a une espèce de fonctionnement depuis des années, qui fonctionne toujours un peu de la même façon. On est tous pris dedans. Il y a des gens qui le critiquent, des gens qui sont très heureux de ce moment-là, mais des gens qui vivent la solitude. Bon, il y a plein de choses qui se vivent à travers la période des temps des fêtes. Et là, comme c'est une situation un peu particulière, bien évidemment, on est tous retrouvés, on se retrouve tous dans une nouvelle découverte de l'expérience du temps des fêtes. Et je me suis dit finalement que les 6 étapes que j'avais envie de vous proposer s'inspiraient quelque part d'un volet d'enseignement que j'ai toujours voulu développer avec les années, mais manque de temps, je n'ai pas eu la chance de le développer. Puis là, bon, il y a tout un volet de l'enseignement professionnel que je donne qui tourne autour de ça, qui concerne le rituel. Et le rituel, finalement, c'est que quand on parle de pleine conscience intuitive, on ferme les yeux, puis on va l'explorer à l'intérieur de soi, ou on ferme les yeux, on va explorer l'espace d'un autre partenaire, mais à travers une forme de passivité. C'est-à-dire que je ne suis pas en mouvement quand je fais ça. Et il y a un autre volet qui m'a beaucoup intéressé, qui m'intéresse toujours beaucoup et que j'ai comme mis en place un peu quand même, qui concerne la notion du rituel. Le rituel, qu'est-ce que c'est? C'est l'expérience de mon monde intérieur que je vais chercher à transposer dans le monde extérieur. C'est-à-dire que je vais, à travers mes sens terrestres, chercher à élaborer, à quelque part, à mettre en évidence tout ce qui m'anime intérieurement. Et c'est certain que c'est intéressant parce que ce qu'on voit du temps des fêtes depuis des années, c'est finalement une expression extérieure, et j'oserais dire une expression extérieure d'activité associée donc au temps des fêtes, qui est souvent, quelque part, basée sur un manque d'authenticité. Là, je vais faire une grosse caricature en disant comme ça. Hein. Pourquoi je dis ça? Parce que très souvent, le temps des fêtes est une expérience pour beaucoup de gens qui est un peu traumatisante. Il faut faire des cadeaux. On est une espèce de course folle pour se réunir, donner des cadeaux. On se voit une fois par année, 2 fois par année. Après ça, on s'en retourne. Et puis, une espèce de course folle pour finalement, entre guillemets, faire la fête et finalement donner quelque part de l'amour à ses proches. Et c'est un peu dommage, hein, quelque part, qu'on soit obligé de vivre ça dans cet état de stress qui est souvent associé au temps des fêtes. Et quand je dis stress, pourquoi je dis ça? C'est que j'observe autour de moi et on entend souvent parler, je pense aussi pour vous, hein, de gens qui vont vivre l'expérience de Noël d'une façon un peu où ils se questionnent. Et c'est certain que cette idée de pleine conscience intuitive dans laquelle on prend le temps d'être à l'écoute de soi nous met dans une position où on intériorise à quelque part notre énergie, on est moins dans l'extérieur, parce que l'extérieur, c'est que socialement, l'extérieur, c'est quoi? Bien, le temps des fêtes, c'est le réveillon de Noël, le party du jour de l'an, ou la fête du jour de l'an, qui vont annoncer souvent des moments, quelque part, où on va fêter. Fêter, c'est-à-dire prendre un coup, etc., manger d'une façon très grasse, très riche, se permettre tous les excès. Et après ça, au mois de janvier, on arrive à l'étape où on doit maigrir parce que justement, on a pris du poids durant la période. Et tout ça, finalement, est un peu un feu follet d'événements, de situations qui nous éloignent souvent du côté sacré des choses. Et dans l'idée de la pleine conscience intuitive, quand je disais qu'on peut simplement se mettre en relation avec soi en fermant les yeux, en étant à l'écoute de ce qui se passe en nous, bien, ce qui se passe en nous, finalement, si nous, on veut l'assumer, un jour ou l'autre, il va falloir faire quoi? Il va falloir que je prenne ce qui est en moi et que je me dise, j'ai envie de l'incarner. Et si je l'incarne, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans mon monde terrestre, je vais montrer à tous que je suis quelqu'un de différent que ce que, d'une certaine façon, la société me demande d'être. Parce que les événements de la vie font qu'on est quand même codé. Il y a le Saint-Valentin, il y a plein de fêtes dans une année. Et ces fêtes-là, finalement, sont toutes prises, nous rendent tous un peu prisonniers
de certaines démarches qu'il faut faire. À Saint-Valentin, il faut penser à notre amoureux, avec le temps des fêtes, bon, à Noël, bon, il faut acheter des cadeaux. Bon, il y a plein de conditionnements qui sont associés à ça. Et dans l'idée de la pleine conscience intuitive, l'idée, c'est de retrouver la position de verticalité. Et cette position de verticalité, c'est de reconnaître qu'en dedans de moi, il y a des choses qui se passent. Et ces choses-là qui se passent deviennent suffisamment importantes à un moment donné pour que ce qui se passe à l'intérieur de moi, je cherche à l'incarner dans mon monde terrestre. Et quand je commence à faire ça, ben, je suis en train d'apprendre à assumer mon individualité. Alors, on sait que le temps des fêtes, ce n'est pas une condition d'individualité, c'est une condition collective. C'est-à-dire que le temps des fêtes, c'est comme ça que tout le monde, à quelque part, a des conditions que tout le monde va aller voir leur famille, etc. Une espèce de condition collective qui en résulte et qui fait quelque part qu'on n'est pas, souvent en tout cas, capable de s'intérioriser par rapport à cette expérience-là parce qu'on est obligé de rencontrer des gens, on est obligé de rencontrer la famille, même si notre famille, on ne peut se sentir pas totalement à l'aise avec elle, etc. Donc, l'idée de cette expérience, à quelque part, de prendre conscience qu'à l'intérieur de moi, il y a des signaux qui se manifestent et que ces signaux-là m'amènent à avoir des envies, des besoins. Hein, ça touche un peu cette notion de première étape pour retrouver l'espace sacré du temps des fêtes, c'est l'intention. Qu'est-ce qui fait que moi, par exemple, et là je vais le faire ça d'une façon assez large quand je vous le présente comme ça, mais l'intention, c'est qu'est-ce qui fait que le matin, j'ai envie de me lever? Qu'est-ce qui fait que je suis excité le matin de me lever? Qu'est-ce qui fait que pour le temps des fêtes, je suis excité à l'idée que le temps des fêtes approche? Qu'est-ce qui anime cette excitation-là? Il y a des gens qui vont me dire, je suis content que le temps des fêtes arrive, je vais pouvoir me reposer. Ça, on peut reconnaître que c'est un moment de repos puisque souvent associé les vacances au temps des fêtes, donc on peut effectivement se reposer. On peut se retrouver dans un endroit calme et se reposer, ça nous permet de nous régénérer. D'autres sont très contents parce qu'ils vont pouvoir voir leur famille, ça les excite. Tu vois? Il y a plein de raisons au fait que le temps des fêtes peut devenir un élément excitant. Maintenant, il y a plein de choses qui peuvent aussi faire que le temps des fêtes est un moment non excitant. Par exemple, mon Dieu, ça va me coûter une fortune, je dois acheter des cadeaux à tout le monde. Vous voyez, cette espèce de pression qui fait quelque part qu'il y a des conventions qui nous obligent à dire, il le faut que. Et là, on n'est pas à l'écoute de soi quand on est comme ça. On est dans une relation où l'extérieur nous impose ses règles et ses lois. C'est-à-dire que dans la société, le temps des fêtes, il y a des règles et des lois. Dans une structure familiale, il y a des règles et des lois lors du temps des fêtes, qui fait qu'on se sent un peu obligé de se soumettre à ces conditions-là parce que c'est comme ça que ça se passe dans le temps des fêtes. Et évidemment, cette notion de rituel nous rappelle à quelque part, moi, est-ce que c'est possible que par mon pouvoir d'intention, que je reconnaisse à quelque part qu'il y a quelque chose qui m'allume dans le temps des fêtes, puis il y a des choses qui ne m'allument pas. Et surtout, actuellement, avec ce qui se passe, c'est une super occasion parce que c'est une occasion pour briser la tradition. Parce que la tradition, finalement, elle peut être, dans certains cas, superbe, super excitante, super agréable, mais des aspects, des fois, de la tradition qui vont nous alourdir parce qu'on a l'impression qu'il y a des choses qu'on est obligé de faire parce que la société ou la famille nous l'impose. Et je pense que ça peut être intéressant, des fois, de ramener cette réflexion-là avec ce qui se passe actuellement. C'est une super occasion de se dire, hey, le temps des fêtes qui approche, là, où je vais vivre différemment les choses, de quelle façon que moi, je peux voir ça comme une occasion, d'une certaine façon, de réinventer ma vie, sachant qu'on arrive à la fin de l'année 2020 et qu'après 2020, c'est 2021. Et de quelle façon que moi, je peux réinventer ma vie en tant qu'individu. Parce qu'on pourrait toujours dire, ah oui, on ne peut rien faire, la société est pourrie, il y a plein de scandales, tout va mal. Bon, on peut se mettre dans une position collective, mais on peut aussi se rappeler à quelque part qu'on est individu et que notre bonheur, il n'appartient pas à la société, il appartient à ce que moi je suis, ce que je fais à partir de ce qui se passe autour de moi. Hein, je peux avoir un regard très noir des choses, je peux avoir un regard plus lumineux. Et c'est là quelque part qu'on commence à comprendre que l'intention, c'est qu'est-ce qui fait que moi, je vais avoir envie de vivre le temps des fêtes d'une façon positive, évolutive, et de quelle façon que je vais pouvoir envisager l'année 2021 avec un regard positif, un regard dans lequel je vais sentir que ma vie, je la prends entre mes mains et non pas que je suis en train de subir des conditions extérieures qui me font... Parce que c'est sûr qu'actuellement, que les situations extérieures qui se vivent dans le monde, on peut facilement se trouver dans une position où on se sent victime du monde et on peut avoir plein de pensées négatives autour de ça, mais on peut aussi voir cette occasion-là pour se dire, de quelle façon que moi, je peux tirer profit de ça pour faire de mon monde un monde différent que celui que j'avais vécu jusqu'à maintenant.
Alors, c'est ça un petit peu qui est l'idée de ça. Isabelle qui me dit, oui, merci, ça fait 15 ans que je n'ai pas fêté Noël autre qu'avec moi-même et j'aime ce temps privilégié. J'ai souvent pas été comprise et j'ai dû me justifier de vouloir rester seule pendant cette période. Mais tu vois, c'est un bel exemple. Hein? Ça demande quelque part un certain courage d'arriver à se dire, ben moi, je n'ai pas envie de subir la pression collective, sociale du temps des fêtes et j'ai envie, moi, de le vivre différemment. Maintenant, ce vivre différemment-là ne doit pas devenir une tradition non plus, dans le sens, c'est comme ça que je le fais tout le temps, je ne me pose pas la question. Je pense qu'à chaque année, on est en droit de se dire, mais qu'est-ce que moi j'ai envie de faire durant cette période-là, qui est la période des fêtes? Est-ce que j'ai le goût de... C'est quoi qui m'anime? C'est quoi qui m'inspire? C'est quoi qui me nourrit? Et c'est ça l'étape première. Je pense qu'on peut envisager le temps des fêtes aujourd'hui d'une façon particulière parce qu'on peut justement oser aller dans des voies qui n'ont jamais été explorées jusqu'à maintenant parce qu'on se met dans une position qui est nouvelle et qui peut être intéressante. Donc, moi, je vous invite déjà comme première étape, en tous les cas, à prendre le temps de poser à l'intérieur de vous-même, de vous poser à l'intérieur de vous et de vous dire qu'est-ce qui m'anime pour justement le temps des fêtes. L'autre question qu'on pourrait dire, mais qu'est-ce qui m'anime pour l'année 2021? C'est-à-dire qu'est-ce qui est pour moi est source de motivation et d'excitation par rapport à l'année 2021? C'est sûr qu'on pourrait dire, on pourrait focuser sur le négatif, mais l'idée de l'intention, c'est pas de focuser sur le négatif, c'est de focuser sur qu'est-ce qui va m'allumer, qu'est-ce qui va m'exciter pour focuser dans cette direction-là, puisque tout ça va nous amener à avoir de l'énergie, et de l'énergie pour amener justement un changement qui va contribuer à nous amener plus de bonheur et plus de joie. Donc, c'est ça un peu qui est la première étape, c'est le pouvoir d'intention, que si ça vous dit, évidemment, vous pourriez donc l'envisager pour la période des fêtes, mais aussi pour l'année 2021, puisque ce sont deux belles occasions pour justement se positionner par rapport à ce qu'on nous, on peut avoir comme maîtrise par rapport à tout ça. Hein. C'est-à-dire de quelle façon que moi, je peux générer de l'énergie par rapport à tout ça. C'est ça un peu l'idée de cela. La deuxième étape dont j'avais envie de vous parler, c'est créer un réseau bienveillant. À partir du moment que moi, j'ai une intention de faire de mon temps des fêtes ou de mon année 2021 quelque chose de différent, ça me donne l'occasion d'envisager ma relation avec mon entourage. Hein, je peux très bien envisager que le temps des fêtes, c'est une occasion pour voir des gens que j'aime plus ou moins, ou des gens que j'aime beaucoup. Dépendant encore là, c'est toujours cette même idée il y a une pression sociale qui me dit, bon, je dois voir ma famille, j'ai peut-être pas envie de la voir, ou j'ai peut-être envie de la voir. Bon, il y a plein de scénarios possibles. Et je pense que c'est important, quelque part, bon, de respecter tous les scénarios, il y en a plein. Maintenant, l'idée de se dire que pourquoi j'ai envie de les voir, pourquoi je n'ai pas envie de les voir, on revient avec l'intention. L'intention, c'est pourquoi moi, j'ai envie de ne pas voir certaines personnes, par exemple. J'ai de très bonnes raisons, probablement, mais j'ai peut-être envie d'en voir d'autres. Et cette envie de voir d'autres personnes me met dans une position, d'une certaine façon, de dire, écoute, si j'ai envie de voir des personnes parce que ça me fait plaisir de les voir, pourquoi je ne me permettrais pas de les voir? Ou en tout cas, si on ne peut pas les voir physiquement en termes considérant les conditions actuelles, on peut peut-être passer un appel téléphonique, faire un Zoom, un Skype ou je ne sais quoi. Donc, il y a plein de raisons possibles pour pouvoir voir des gens et leur exprimer à quelque part, non pas simplement des choses que je dirais superficielles, où simplement on va dire comment ça va, puis on s'arrête là, mais on a peut-être l'occasion de leur dire, mais qu'est-ce que moi j'ai envie de leur dire à ces personnes-là? Est-ce qu'il y a des choses qui sont importantes que j'ai envie de leur communiquer à ces personnes-là? Et là, on touche encore une fois cette notion de pleine conscience intuitive, c'est-à-dire, moi, je me mets en relation avec moi, puis ce moi qui est en moi, quelque part, a une certaine énergisation, une excitation à vouloir peut-être transmettre quelque chose. Je peux donc transmettre quelque chose qui est significatif à mes yeux, et ce significatif-là, évidemment, va se vouloir bienveillant envers la personne en question, puis va se vouloir être dans une volonté de communiquer avec lui. Communiquer quoi? Mais communiquer quelque chose que je juge, moi, comme étant significatif. Donc, encore une fois, durant le temps des fêtes, c'est une occasion aussi, plutôt que de se focusser sur les gens qu'on n'a pas envie de voir, puis qu'on va devoir voir par toutes sortes de raisons qu'on s'est créées du au temps des fêtes, on peut peut-être justement créer un réseau de bienveillance où on se dit, mais tiens, j'ai peut-être envie, moi, d'aller voir des personnes qui me font du bien ou de parler avec des gens qui me font du bien et de leur dire qu'ils me font du bien aussi, de bien leur faire comprendre quelque part qu'on les apprécie aussi. Parce que c'est encore là une très belle occasion de le dire parce qu'avec ce qui s'est passé, toutes les conditions de crise et tout ça, on a vu, mondialement parlant encore une fois, qu'il y a eu des situations de conflit dans la population.
Il y a des gens qui avaient une direction, puis il y avait d'autres gens qui avaient d'autres directions, et ça faisait que les êtres humains n'arrivaient plus à se parler. Puis moi, je trouve ça dommage. Ce n'est pas parce qu'on a des avis différents sur certains sujets qu'on n'a plus à se valoriser et à se reconnaître. On peut très bien reconnaître qu'on est des différents tout en s'appréciant fortement. Alors moi, je pense que c'est important de bien mettre en lumière cette notion de lien avec l'autre. Ce lien-là, quelque part, je n'ai pas à partager avec lui tout. Hein, je n'ai pas à être d'accord avec lui sur tout. Je peux par contre reconnaître qu'il y a des éléments qui sont fondamentaux dans ma relation avec cette personne-là, qui fait que j'ai envie de lui parler, j'ai envie de la côtoyer, j'ai envie de partager des choses avec cette personne-là, parce qu'elle m'apporte énormément d'aspects positifs. Oui, peut-être qu'il y a des aspects sur lesquels je me sens moins à l'aise avec elle, mais je n'ai pas à lui. Je n'ai pas, à chercher à lui faire valoir que j'ai raison sur elle. Et c'est ça souvent la situation qui s'est passée actuellement, c'est qu'on est tombé dans cette espèce d'idée qu'on a la vérité. Et comme j'ai la vérité, puis qu'eux n'ont pas la vérité, bien, quelque part, je suis contre eux. Et ça fait on s'est éloigné, je dirais, de cette idée de créer des réseaux bienveillants, puisqu'on n'est plus avec des réseaux bienveillants. C'est-à-dire que dès qu'une personne n'est pas en accord avec moi, elle est donc une mauvaise personne. Elle est une ignorante, une stupide ou je ne sais quoi. Donc, on est tombé dans quelque chose qui fait effectivement, c'est le syndrome de la pensée à quelque part unique. Hein. Moi, j'ai une pensée, c'est la vérité, et les autres qui n'ont pas la même pensée que moi, s'ils ont tort. Et je pense que c'est quelque chose qui éloigne, encore une fois, de gens qu'on aime. Parce que c'est pas parce qu'on a des idées différentes dans notre esprit que le cœur, lui, quelque part, ne peut pas aimer quelqu'un. Aimer quelqu'un pour toutes sortes d'autres raisons que des trucs intellectuels. Les trucs intellectuels, ce sont des points de vue, ce sont des regards. Actuellement, on peut affirmer, on peut supposer, on peut voir des dangers actuellement dans la société qui sont là. Il faut rester aux aguets, mais il faut en même temps rester aussi conscient que l'on ne peut pas, quelque part, stipuler ou émettre des hypothèses qui vont constamment être en réaction envers des choses qui n'ont pas lieu encore. Donc, je pense qu'il faut être capable, donc, justement, de trouver une juste mesure entre mes appréhensions que je peux avoir dans moi et ce qui est la réalité et ce qui pourrait être la réalité. Donc, il faut bien faire la différence entre ces aspects-là. Et je pense qu'en créant un réseau bienveillant, on se retrouve avec des gens où on met en lumière, quelque part, ce qui nous relie à eux et non pas ce qui nous désunit à eux. Et ça, je pense que ça peut être intéressant comme exercice parce qu'avec ce qui s'est passé récemment autant au Québec, en France, j'ai pu constater la même chose. Il y a des gens qui ne se parlent plus pour des mauvaises raisons que j'appelle, tout simplement parce qu'ils ne partagent pas le même avis sur des situations qui concernent à quelque part les dimensions collectives, je dirais. Alors, c'est là qu'il faut peut-être se rappeler qu'il est peut-être possible de communiquer différemment que de se rester sur ce mode de fonctionnement-là. Donc, ça, c'était la deuxième étape, donc de se créer ce réseau bienveillant-là. Donc, dans un contexte des temps des fêtes, donc d'avoir vraiment cette volonté d'avoir une forme de bienveillance envers les gens avec qui on se sent proche et de leur exprimer, et même ceux avec qui on peut avoir des aspects conflictuels sur certaines pensées intellectuelles, de bien mettre en lumière la dimension qui nous relie à eux. Je pense que c'est une belle occasion. Puis évidemment, pour l'année 2021, de quelle façon qu'il est possible d'envisager justement cette année 2021-là en considérant quelque part que ces liens-là sont des liens importants. Ce sont des liens qui nous relient aux autres. Hein. Et actuellement, la société, comment elle fonctionne, elle a tendance à isoler. On a tendance à s'isoler parce qu'on n'a pas le droit d'être proche des gens, on n'a pas le droit d'être plusieurs personnes à la fois. Donc, on se retrouve dans une position où on est isolé. Alors, la période des temps des fêtes, c'est une période justement de célébration en général. Donc, c'est une belle occasion de réfléchir sur c'est quoi ce sentiment de rapprochement. Hein, il y a des fois, il y a des gens, on est proche l'un de l'autre, puis on ne s'aime pas, puis on est ensemble dur parce que, quelque part, on est dans le temps des fêtes, puis on est obligé de jouer aux hypocrites pour faire semblant qu'on s'aime bien. Alors, évidemment, c'est des caricatures que je vous dis, mais je pense que c'est important de se rappeler qu'à distance, ben, quelque part, on a le choix, justement, aussi, de focuser sur des gens avec lesquels on a envie de construire quelque chose. Construire quelque chose qui ne repose pas justement sur le principe de la pensée unique, mais le principe justement de l'amour qui anime dans nos relations avec ces gens-là. Alors, je pense que ça peut être intéressant de réfléchir à ça et d'envisager aussi pour l'année 2021 une volonté de lien, qu'on cherche à créer des liens avec les gens, plutôt que de créer des coupures avec les gens. Hein, je pense que c'est un exemple qu'on peut retrouver assez facilement sur Facebook, où on voit beaucoup de liens de gens qui se coupent les uns des autres parce que justement, dès que quelqu'un donne un avis sur quelque chose et que les autres ne sont pas d'accord, mais la façon qu'on parle aux gens
pour leur montrer quelque part qu'on est en désaccord avec eux, est souvent très peu bienveillante et très peu sympathique. Il y a vraiment quelque chose de dur et de mesquin, même dans certains cas. Donc, je pense que c'est intéressant de se rappeler quelque part que dans mon monde intérieur, est-ce que moi j'ai envie de créer un monde? Est-ce que j'ai envie de participer à un monde dans lequel ce côté mesquin, côté syndrome de la pensée unique, est présent à un point qu'à chaque fois que quelqu'un est dans le désaccord avec moi, je lui dis des bêtises. Moi, je pense que ce n'est pas la direction qu'on doit se donner en tant que société, puis qu'en tant qu'individu, encore moins, on n'a pas du tout à créer cette situation-là. Béatrice qui dit être soi-même le plus souvent possible, ben, je pense que oui, c'est sûr que, puis être soi-même le plus souvent possible, c'est quoi? C'est de se rappeler qu'on a des éléments dans nous qui nous motivent dans notre vie. Et que si on ne leur donne pas de l'espace, ces événements à ce qui nous motive, mais c'est là quelque part qu'on se retrouve dans une position où on va développer des frustrations, puis on va être en conflit avec notre entourage. Alors que si je suis en accord avec ce que je suis et que je nourris ce que j'aime, bien évidemment, je vais avoir envie de partager avec des gens ce que j'aime. Donc, je ne vais pas parler de choses négatives, je vais parler de choses positives. Et je vais être bienveillant. Je vais accepter que l'autre personne qui est devant moi puisse ne pas avoir le même avis que moi sur tous les points que j'amène. Mais je vais quand même l'apprécier pour d'autres aspects où on peut discuter sans être en conflit mutuellement. Et c'est ça, je pense, qui est intéressant aussi dans cette deuxième étape-là, qui peut être un élément de réflexion pour chacun d'entre nous. Si y a des questions, des commentaires entre-temps ou des réactions, ben, vous pouvez m'en faire part, bien sûr. La troisième étape que j'avais envie d'aborder concernant ça, c'est incarner notre lumière en exprimant ce qui anime notre intérieur. Alors là, ça touche cette notion de rituel dont je parlais tantôt, puis on va voir que dans les prochaines étapes, on va l'aborder de façon plus importante. Incarner qui on est, incarner notre lumière, ça veut dire quoi? Ça veut dire finalement qu'à partir du moment que j'ai une excitation qui est en moi, que j'ai reconnue qui est en moi par rapport au temps des fêtes, par rapport à l'année 2021, je prends le temps donc de reconnaître qu'il y a des choses qui m'excitent, qui me font envie, qui m'allument, qui m'amènent à me voir en 2021 avec une volonté de faire des choses, de me réaliser. Et incarner sa lumière, ça veut dire quoi? Ça veut donc dire de reconnaître justement que moi, en tant qu'être humain, j'ai envie, durant le temps des fêtes, durant l'année 2021, d'incarner qui je suis. Je n'ai pas envie simplement de dire « j'aimerais être qui je suis ». Non, je suis ce que je suis. Et là, ça veut donc dire l'incarner. Ça veut donc dire de sortir dans une position où notre entourage va nous regarder dans cette idée qu'il va nous dire « ah mon Dieu, je te sens lumineux, je te sens en accord avec toi, je te sens en plénitude avec toi-même. » Donc, vous voyez, c'est cette idée de ne pas attendre que la société nous donne l'autorisation d'être nous-mêmes, mais que nous-mêmes, on se donne l'opportunité de commencer à nous ressembler. Alors, pour le temps des fêtes, bien, quelque part, de quelle façon qu'on peut se ressembler? Ça veut dire quoi? Bien, ça veut dire finalement, dans un contexte visuel, en tant qu'image, de quelle façon que je peux me regarder dans un miroir puis de reconnaître que je suis en accord avec moi-même. C'est donc d'assumer ma différence, d'assumer qu'est-ce que je suis vraiment au fond de moi-même. Et ça peut se traduire évidemment par une image extérieure. On peut travailler notre image extérieure pour être plus en accord avec nous-mêmes. On peut également travailler sur ce qu'on entend, nos pensées intérieures. Qu'est-ce que mes pensées me disent quand je suis en accord avec moi devant mon miroir? De quelle façon que les pensées qui sont en moi viennent soit encourager ça ou viennent peut-être même le décourager. Donc ça aussi, c'est une autre façon d'aborder ce que j'appelle la pleine conscience intuitive, de devenir conscient que parce que j'ose être moi-même, je me retrouve dans une position où il y a des possibles résistances qui peuvent en résulter. C'est-à-dire que si je me mets dans un miroir et que je commence à faire des changements dans mon apparence pour me ressembler davantage, mais c'est possible que des pensées viennent à moi en me disant « mais t'es ridicule, ça n'a aucun bon sens » ou bon, etc., etc. Donc, c'est là que ça nous amène, nous, à nous donner l'occasion de se dire « ah ben oui, ça me donne l'opportunité de poser des questions à mon intérieur. » Comme on l'a déjà vu, la pratique de la pleine conscience intuitive repose sur l'observation de ce qui anime mon être, et qu'est-ce qui fait émerger en moi des images, des sensations et des mots que je prends le temps de décrire, que je questionne, que je déprogramme, que je soigne. C'est toujours le même principe qui va nous amener progressivement donc à amener des transformations et favoriser donc une plus grande intégration des signaux que sont en soi, de façon qu'ils ne soient plus en conflit avec moi-même, mais qu'ils soient de plus en plus en harmonie avec moi-même. Et c'est ça qu'on va donc chercher à faire dans cette idée donc du visuel, donc l'image, qu'est-ce que je dégage, qu'est-ce que je représente, qu'est-ce que je reflète dans mon miroir, qui va faire que je vais ensuite l'incarner devant les gens. Les gens vont voir qui je suis, vont voir que je dégage différemment. Donc, ils vont constater peut-être, eux aussi vont peut-être avoir des réactions. Donc, c'est intéressant, évidemment, d'apprendre, nous, à assumer ce qu'on est face aux autres. Alors ça, c'est une première étape qui peut être intéressante.
au niveau des pensées, observer ces pensées-là qui sont en nous pour valoriser les pensées qui sont constructives, qui sont positives, qui sont nourricières, qui nous encouragent à amener ce changement-là dans notre vie, hein, qu'on commence à sentir que les changements que je suis en train de manifester sont de plus en plus positifs dans ma façon de voir les choses, dans ma façon de penser, de réfléchir. Ça peut être très intéressant aussi. Au niveau sensitif, prendre le temps d'observer que quand je suis en accord avec moi-même, ben, quelque part, mon corps, je sens de la chaleur, je me sens bien, je me sens libre, je me sens épanoui, vous voyez. Alors, c'est toute cette idée, quelque part, encore une fois, de bien comprendre que cette idée d'incarner ma propre lumière a des implications dans la façon de ce que je dégage, dans ma façon de me ressentir en moi, dans ma façon d'écouter les pensées internes qui peuvent se manifester en moi. C'est toute une façon, justement, de prendre l'espace pour incarner vraiment l'aspect lumineux de ma personne et non pas justement nourrir toutes les autres facettes qui pourraient m'empêcher d'être cette lumière-là. Alors, vous voyez que c'est ça qui peut devenir fort intéressant. Puis, avec le temps des fêtes, bien évidemment, ces trois facettes-là, bien, on peut travailler ça. Et on peut, par exemple, profiter de l'occasion du temps des fêtes pour avoir de travailler sur cette image-là, de travailler sur nos pensées, de travailler sur les sensations de notre corps pour être plus possible en accord avec nous-mêmes. Et évidemment, l'année 2021, c'est une super occasion aussi pour pouvoir poursuivre cet objectif-là dans l'année 2021 pour amener donc un pouvoir sur notre vie, de dire, ben oui, moi j'ai envie que ma vie soit différente, j'ai envie donc de me comporter différemment, d'avoir des pensées différentes, de ressentir les choses différemment en moi. Et pour ça, ben, j'assume donc cette lumière-là qui est en moi. Deux autres aspects également, l'aspect gustatif, l'aspect odorat. Donc, l'aspect gustatif, c'est qu'est-ce que j'aime, hein, qu'est-ce que je goûte, plutôt, excusez-moi, gustatif, c'est donc le goût. Je prends donc, qu'est-ce que je mange, par exemple, parce que j'ai envie, moi, de manger différemment. Hein, par exemple, j'ai envie de découvrir des choses différentes. Qu'est-ce qui m'anime intérieurement dans cette envie de manger? Hein, par exemple, ça peut être de manger une nourriture différente que celle que j'ai pu vivre durant la période des fêtes, mais aussi durant encore l'année 2021. Peut-être que j'ai envie d'être plus attentif à ma façon de me nourrir. Par exemple, c'est une option. Et les odeurs, mais c'est quoi les odeurs que j'ai envie, moi, finalement, de porter? Par exemple, lors du temps des fêtes, on peut être attentif à je donne des exemples d'encens, en quelque part, qu'on peut faire, qu'on peut humer avec une nourriture différente, une façon de se positionner différente. Donc, déjà, on est en train de vivre une expérience différente du temps des fêtes passées, puisqu'on est en train de créer, en quelque sorte, un rituel dans lequel on met en évidence, justement, diverses conditions qui vont faire que l'événement devient un événement qui devient magique en quelque sorte, puisqu'il ne correspond plus simplement à une célébration collective que tous et chacun font sans savoir trop pourquoi ils le font, mais ça devient un voyage intérieur de soi dans lequel on incarne un changement qui nous permet d'envisager l'année 2021 comme une autre voie d'exploration de qui nous sommes, dans laquelle on cherche à cheminer et évoluer pour être plus en paix et en harmonie avec soi. Donc, vous voyez, ça, c'est un petit peu ce que j'ai envie de vous dire concernant cette troisième étape-là. Toujours pas de questions, ça va bien. Donc, on va aborder maintenant la quatrième étape qui concerne le rituel de libération. Donc là, on aborde la notion du rituel dont j'avais parlé au tout début un tout petit peu. C'est-à-dire que je vous ai dit que la pleine conscience intuitive, on prend le temps d'être à l'écoute de soi et quand on incarne la lumière, c'est-à-dire que quand j'incarne qui je suis, bien, je suis inévitablement dans une relation terrestre. Je ne suis pas dans une relation, je pourrais dire, ben, moi, je suis transformé. Les gens pourraient me voir de l'extérieur et me dire, ben, moi, je ne vois aucun changement chez toi. Hein? Moi, je me sens intérieurement transformé, mais l'extérieur, les gens pourraient me dire, ben, moi, je ne vois aucun changement en toi. Okay? Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je suis en train d'incarner quelque chose en moi intérieurement qui bouge, qui change, je me sens différent, mais je ne l'ai pas encore actualisé à mon monde terrestre. Parce que c'est normal que si je change intérieurement, que les gens voient le changement vers l'extérieur, parce que l'intérieur va inévitablement émaner vers l'extérieur et je vais me comporter différemment. Me comporter différemment, je vais peut-être porter des vêtements différents, mais je vais peut-être aussi avoir une aisance dans mon corps différente, une façon de m'exprimer différente, une façon d'habiter l'espace différemment aussi. Donc, les gens vont bien comprendre qu'il y a quelque chose qui prend forme différemment. Alors, c'est ça un peu le concept du rituel, c'est de mettre en évidence les conditions permettant le changement qui va faire que moi, je vais être capable donc de favoriser la transformation. Donc, le rituel de libération, c'est le rituel dans lequel on se libère d'anciennes habitudes ou d'anciens comportements qui ne nous conviennent plus et dans lequel on va chercher justement à créer un genre de rituel pour signifier que nous sommes en train de faire un changement. Et j'ai déjà abordé un peu le sujet dans un contexte où j'avais parlé de l'aspect de transformation.
Et on a de la mission de vie, transformation de l'être, entre autres, où on abordait donc des étapes que je vais reprendre ici, mais on va essayer donc de les présenter dans un contexte de rituel de libération. Donc, le rituel de libération, finalement, vous l'avez compris, peut-être pour préciser les choses encore plus, c'est que quand on parle d'un rituel, ce qu'on peut faire, c'est carrément de prendre un moment dans une journée, et ça peut être même dans le temps des fêtes, ça peut être carrément l'expérience du temps des fêtes qui va servir justement à marquer une transformation de notre intérieur vers le monde extérieur. Et cette manifestation, de quelle façon qu'elle va se faire? La première étape, c'est qu'on va apprendre à faire un constat de la situation. Je prends le temps d'observer que pendant X temps, je me suis comporté en désaccord avec moi-même pour toutes sortes de raisons. Mais je constate que c'est depuis 3 ans que je me comporte pas en accord avec moi-même pour diverses raisons. Mais ça fait 3 ans que c'est comme ça. C'est le constat. Après ça, l'étape 2, c'est le pardon. Le pardon, c'est je prends conscience, ça fait 3 ans que c'est comme ça. Et je me pardonne parce que pendant ces 3 années-là, j'étais incapable de faire autrement. Et en même temps, pendant ces 3 années-là, j'ai pu apprendre, à quelque part, à bâtir en moi quelque chose qui s'est cassé, que j'ai pu rebâtir. Puis grâce à ces expériences de 3 années-là, j'ai pu rebâtir qui j'étais. Et j'ai donc de la gratitude pour ces 3 années-là. Donc, vous voyez, donc on parle du pardon, gratitude. Et après ça, c'est là qu'on va arriver à l'étape de la déclaration dans laquelle on va reconnaître que moi, j'ai envie de déclarer que je suis rendu à une autre étape de ma vie. Pendant 3 ans, j'ai enduré un comportement qui ne me convenait pas. Je me pardonne, j'ai de la gratitude parce que je comprends que tout ça m'a permis de reconstruire en moi quelque chose qui était cassé et que là, ça me permet de reconnaître que j'ai envie de m'affirmer aujourd'hui parce que je me sens suffisamment fort pour pouvoir le faire. Donc, le nouveau comportement que je vais développer, c'est que je ne serai plus celui qui va se soumettre aux autres parce que je me comportais comme ça depuis 3 ans. J'ai pris conscience aujourd'hui que je me sentais prêt pour m'affirmer. Donc, à quelque part, tous les moments où je ne m'assumais pas, je vais maintenant les remplacer par des moments où je vais m'affirmer. Et là, je prends le temps de bien décrire de quelle façon je vais m'affirmer. Et là, ça nous ramène justement à cette idée de quelle façon je vais m'affirmer. Ça me rappelle, au niveau de mon image, à quoi je vais ressembler quand je m'affirme. Dans un miroir, là, si je devais me regarder dans un miroir ou me filmer, comment je m'affirmerais? Ce serait quoi la façon que j'aurais de m'affirmer? Alors, en sachant que c'est un nouveau comportement que je n'ai pas tellement acquis dans ma vie et que j'apprendrais à assumer. Donc, je vais prendre le temps de m'observer en train de m'affirmer. Donc, quand on parle de rituel, un des rituels possibles, c'est de dire, tiens, je prends le temps de faire un genre de rituel dans lequel je vais m'observer dans cette phase de transformation que je suis, où j'apprends donc à m'affirmer à tout moment, à tout instant, je pourrais le faire régulièrement, mais ce serait en quelque sorte un genre de rituel où j'apprendrais à incarner une nouvelle énergie qui est en moi, que je n'avais montré à personne. Donc là, je l'installe, je l'incarne devant un miroir, et ça peut être déjà une façon intéressante de pouvoir incarner ce mouvement-là. Alors, évidemment, je peux aussi, par l'audition, par la voix haute, pour me dire, dorénavant, je vais me comporter de telle façon, telle façon, telle façon. Et je vais me sentir de telle façon, telle façon, telle façon. Et je vais entendre des mots qui vont me dire telle chose, telle chose, telle chose. Donc, on comprend ici qu'à travers la voix, l'audition, on peut amener donc des phrases qu'on peut répéter également autant qu'on le désire, mais qui nous informent justement encore une fois d'une transformation qu'on est en train de faire. Et ça aussi, ça peut faire partie d'un genre de rituel en quelque sorte, que de faire ces phrases à voix haute dans lesquelles on entend clairement ce que l'on se dit et ça permet d'intégrer encore là la transformation. Au niveau sensitif, bien évidemment, on peut prendre le temps également d'expérimenter le plaisir de la transformation. Je suis en train de m'affirmer, puis je prends le temps de ressentir dans mon corps la force que ça m'apporte, le sentiment de plaisir, de joie que ça m'apporte, la fierté que je ressens. Vous voyez, c'est là qu'on apprend à reconnaître que dans notre corps, parce qu'on se comporte différemment, il y a plein de signaux différents qui en résultent. Et là, ça peut nous amener effectivement à une forme de puissance intérieure que l'on expérimente. Cette puissance intérieure-là vient ancrer encore une fois cette transformation que l'on souhaite manifester puisqu'on comprend que c'est quelque chose de bienfaiteur pour soi que de le faire. Donc ça aussi, ça fait partie un peu d'une démarche de rituel que de se permettre justement de faire cela. Puis évidemment, au niveau gustatif, au niveau des goûts, en quelque part, cette position d'affirmation peut nous amener à nous dire, voilà, maintenant que je m'affirme, j'ai plus envie de manger ce que je mangeais avant, parce que ce que je mangeais avant,
c'était des choses finalement que c'était beaucoup d'alimentation quelque part, qui était grasse, qui m'enlevait de l'énergie, qui me rendait un peu une allure dépressif. Ça allait dans un sens qui n'était pas du tout ce que je suis devenu aujourd'hui, puisque cette personne qui est affirmative, qui est en moi, elle a envie d'être toujours en forme. Donc, j'ai décidé de changer mon alimentation, de changer les saveurs, de changer les goûts. Alors, vous voyez que ça aussi, ça fait partie, encore une fois, d'une une autre relation avec notre alimentation qui peut être fort intéressant à explorer. Et au niveau des odeurs, bien évidemment, on peut aussi marquer le point avec on a envie à quelque part d'explorer des huiles essentielles qui vont nous relaxer parce qu'on avait une nature stressée auparavant. On a envie maintenant de prendre soin de cet aspect-là en ayant des odeurs d'huiles essentielles qui vont nous relaxer. Donc, vous voyez que tout ça, finalement, que je viens de vous nommer, ce sont comme des petites choses qu'on peut faire, mais qui pourraient se retrouver dans un rituel, c'est-à-dire on pourrait créer un événement de lequel on ferait une déclaration. Oyez, oyez les amis, comme si on est seul, mais on se fait un rituel dans lequel on a l'impression qu'on s'adresse à une population et on fait un rituel dans lequel on fait un constat, on se pardonne, on fait la gratitude, on fait une déclaration à tous et chacun et on se permet quelque part donc d'exprimer tant nos visuels, auditifs, sensitifs, gustatifs, odorants, on est en train de manifester quelque part une forme d'engagement que l'on fait envers soi-même, de lequel on se donne l'autorisation de récupérer une énergie maintenant qui est assez forte en soi pour qu'on puisse l'assumer, qui est celle donc de l'affirmation. Maintenant, je me sens assez fort pour m'affirmer et je me libère d'une énergie qui est celle qui se laissait dominer en fin de compte par son entourage. Donc, vous voyez qu'il y a tout ce processus-là qui peut être fort intéressant donc à explorer et qui nous amène donc à vraiment comprendre tout le sens de ce rituel de libération. Donc, je ne sais pas si vous avez des questions concernant ce rituel de libération. Alors, vous l'avez compris, donc ça peut se faire dans un contexte où on le fait par petites phases, devant le miroir, bon, des petites choses comme ça, mais on peut le faire aussi dans une mise en scène carrément. Dans la pratique de la pleine conscience intuitive, il y a un volet de l'enseignement qui s'appelle rituel chamanique et constellation psycho-énergétique, dans lequel on cherche justement à manifester la pleine conscience intuitive dans des mises en scène théâtrales, dans lesquelles tous ces sens que je vous ai nommés vont être utilisés pour faire des mises en scène théâtrales dans lesquelles des rituels de libération vont se faire. Et ces rituels de libération vont se faire de quelle façon? Bien, par le fait que qu'on cherche justement à se relier à ce qui anime dans le champ énergétique de la personne, toutes les perturbations qui sont là, tous les points forts qui sont là, et de chercher donc à les faire incarner dans le monde terrestre à travers des mises en scène qui vont permettre cette libération de se faire. Mais sans passer par un rituel tel que je viens de vous le nommer, on peut déjà entreprendre un processus de libération dans lequel on comprend qu'on se libère, ça veut dire quoi? Je me libère de quelque chose et je récupère quelque chose. C'est toujours important de se rappeler que quand je me libère de quelque chose, je ne me libère pas, je ne suis pas en train de tout enlever ce que j'ai vécu de ça. Ça fait 3 ans que je ne m'assume pas. Ça ne veut pas dire pour autant que ça fait 3 ans que je dois me débarrasser de toute cette énergie-là de 3 ans. J'ai récupéré à travers ces 3 années-là des compétences qui font qu'aujourd'hui, je suis capable d'assumer qui je suis. Donc, on va récupérer certaines compétences qu'on a réussi à développer, par exemple, ce pouvoir d'affirmation dont je parlais tantôt, qui va faire que je vais me retrouver dans une position où je vais mieux assumer qui je suis à partir de ce moment-là. Donc, est-ce que vous avez des questions concernant ce fameux rituel de libération? Donc, s'il y a des questions, vous me le faites savoir. Quoi faire quand s'affirmer nous amène vers plus de solitude? Là, tu touches un thème très précis, s'affirmer. Moi, quand je vous parle d'un rituel de libération, pour être bien clair, c'est qu'un rituel de libération peut toucher tous les thèmes qu'on peut envisager pour celui concernant la libération. L'affirmation, évidemment, est un thème qui peut toucher beaucoup d'êtres humains sur Terre. On peut se dire, ben, pour 2021, je décide de plus m'affirmer, mais d'autres pourraient dire autre chose. Alors, pour revenir sur ta question, Mélissa, quoi faire quand s'affirmer nous amène vers plus de solitude? Bien, la question, c'est qu'est-ce que c'est que l'affirmation? Parce que la première chose qu'on doit comprendre, c'est qu'on peut très bien faire des affirmations qui peuvent être, tantôt j'en ai un petit peu parlé, la bienveillance, affirmation et bienveillance, c'est ça que je dirais. Alors, je peux m'affirmer tout en étant bienveillant envers les gens qui sont autour de moi. S'affirmer égale bienveillance. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quelque part que moi, je peux m'affirmer auprès d'une personne tout en ayant de la bienveillance envers cette personne-là. Alors, le problème d'affirmation, c'est souvent le stéréotype d'affirmation, c'est que moi, j'endure, puis
Puis là, j'en ai tellement assez que là, je m'affirme. Et là, il y a un piège là-dedans. C'est là qu'on tombe dans le piège parce que quand je m'affirme après avoir enduré plein de choses, je ne suis pas dans une forme de bienveillance. Je suis dans une forme d'irritation, de colère, de frustration parce que j'ai enduré plein de choses. Et là, je vais m'affirmer. Et cette affirmation ne va pas donner de très bons résultats parce que l'autre personne, elle va recevoir ma charge émotionnelle. Elle va recevoir ma colère, ma frustration. Alors, elle ne comprendra pas ce que je suis en train de lui dire. Elle va plus comprendre que je suis en train de m'affirmer auprès d'elle d'une façon qui n'est pas bienveillante et qui va faire que la personne va peut-être avoir envie de s'en aller, elle va avoir envie de partir, avoir l'impression qu'on est en train de la rejeter. Alors, c'est là que la notion de s'affirmer, elle implique à quelque part la notion d'accompagnement dont je parle souvent et qu'on va parler comme sixième étape de la conférence, c'est que si moi je veux m'affirmer, la première chose que je dois faire, c'est que je dois apprendre à me rappeler que je suis responsable. Et la responsabilité, ça veut dire quoi? Ça veut donc dire que si moi, pendant 3 ans, je ne me suis pas affirmé parce que je me suis senti obligé de me soumettre à des gens, je pourrais toujours dire, ouais, c'est de la faute à cette personne-là, c'est de la faute à cette personne-là, mais je dois me rappeler une chose. Si pendant 3 ans, je me suis comporté comme ça, la seule et unique personne sur laquelle je peux me responsabiliser, c'est moi-même. Je peux juste constater que pendant 3 ans, j'ai enduré quelque chose qui ne me convenait pas et je l'ai fait pour toutes sortes de raisons. Et c'est là que je me pardonne. Je me pardonne de ça. Je n'ai pas à me culpabiliser de ça. Mais je dois devenir conscient quand même que je suis responsable de ce que j'ai mis en place. Alors, quand je deviens conscient de ça, bien, ça me permet, moi, de bien comprendre que si je m'affirme envers une personne pour lui signifier que dorénavant, il y a un certain comportement que j'endurais, entre guillemets, qui ne me convenait pas, mais que là, j'ai plus envie d'endurer parce que j'ai pris conscience que ça me rendait malheureux, mais je ne suis pas en train de dire à la personne, c'est de ta faute. Je suis en train de dire, je suis responsable d'un comportement que j'ai enduré qui ne me convenait pas. Et aujourd'hui, quand tu me demandes de faire telle chose, ben moi, je suis obligé de te faire savoir que pendant longtemps, j'ai enduré quelque chose qui ne me convenait pas et aujourd'hui, je ne peux plus le faire parce que ça ne me convient pas, ça me rend malheureux. Donc, je ne suis pas en train de te dire que je suis en train de faire quelque chose contre toi. Je suis simplement en train de te dire qu'il y a des comportements qui me rendaient malheureux. J'ai plus envie de faire ces comportements-là parce qu'à quelque part, ça me rend pas heureux. Donc, je suis obligé de te dire que je ne le ferai plus. Non pas contre toi, mais pour moi. Alors, vous voyez que dans ce mode de fonctionnement-là, on est dans une affirmation qui permet de beaucoup plus construire quelque chose dans la relation avec quelqu'un parce que la personne, elle a bien compris à quelque part qu'on n'est pas en train de l'accuser. Et l'affirmation, elle est souvent associée à l'accusation. Et c'est ça, quand je parlais tantôt de l'alignement, quand moi je suis aligné, je ne suis pas en train d'accuser personne parce que j'assume pleinement ma responsabilité. Quand je suis une victime, qu'est-ce que je fais? Je tombe comme ceci, et là, je rends victime les autres. C'est à cause d'elle si je suis tombé amoureux d'elle, elle m'avait manipulé. Ah, c'est à cause de lui, quelquefois, j'ai fait confiance, mais c'est un manipulateur, c'est un pervers, c'est un ci, c'est un ça. Alors, vous voyez, on tombe dans cette espèce de position de non-responsabilité. Et la non-responsabilité nous amène ensuite à pointer du doigt les autres en disant c'est de leur faute. Et je pense que la société, telle qu'elle a été conçue, elle est beaucoup basée sur ce principe-là de non-responsabilité. Il suffit de regarder les gouvernements, comment ils agissent par rapport à la crise actuelle pour comprendre qu'ils ont tendance, eux, à se mettre dans une position en disant c'est la faute de la population, ils ne sont pas responsables, ils font ceci, ils font cela, donc il faut être plus contrôlant envers eux. Par contre, eux ne se remettent jamais en question. Ça, c'est en tout cas au Québec et en France, certainement, les autres, je ne peux pas en parler ouvertement, clairement, mais j'ai pu observer ça chez ces deux gouvernements-là, une tendance, effectivement, à donner une responsabilité beaucoup plus importante à la population qu'à eux-mêmes, comme si eux avaient toujours fait correctement les choses, alors qu'inévitablement, il y a une responsabilité qui est commune. Hein? Moi, je suis en relation avec quelqu'un, je ne peux pas dire à la personne, mais c'est de ta faute. Tout ce qui se passe dans ma vie, c'est de ta faute. Ben non. Tu peux simplement dire, oui, bien sûr, on a vécu ensemble, on a partagé les choses ensemble, on a vécu la souffrance ensemble, et cette souffrance-là, quelque part, j'en prends une responsabilité. Je ne peux pas te donner la responsabilité pleine et entière de la situation. Déjà, en faisant ça, qu'est-ce qu'on fait? On est en train de créer un espace de communication et d'échange, parce qu'on n'est pas en train de dire à l'autre personne que c'est 100% elle qui est responsable. Et c'est ça, quelque part, c'est cette idée de 100% elle qui est responsable, c'est quoi? C'est moi puis l'autre, c'est ta faute. C'est toi qui es responsable. Et ça, en faisant ça, qu'est-ce qu'on fait? On ne se met pas dans une position de responsabilité, on se met dans une position de déresponsabilité. Et en faisant ça, on ne peut pas faire face au changement. Parce que tant qu'on est dans cette position d'irresponsabilité,
bien inévitablement, on pointe du doigt l'extérieur en ne se rappelant pas quelque part que nous, on a un rôle à jouer là-dedans. Et ce rôle-là nous amène à la responsabilité, m'amène à me dire, ben oui, moi, si je veux que l'année 2021 soit différente, ou que mon temps des fêtes soit différent, ben, je dois assumer des changements que j'ai envie de mettre en place dans ma vie. Je ne peux pas simplement attendre que la société change. Je dois accepter que moi, je vais changer. Et c'est ça, quelque part, qui est un élément qui est souvent difficile. Et l'affirmation est souvent difficile à cause de ça, parce que l'affirmation, ça implique que je dois reprendre contact, je dois reprendre un pouvoir sur l'autre, parce que j'ai donné du pouvoir à l'autre personne, et m'affirmer, c'est de lui rappeler que j'existe. Et lui rappeler que j'existe, c'est facile pour moi de lui dire « Hey, tu m'empêches d'exister, donc je vais te faire comprendre que j'existe. » Et quand on fait ça, bien évidemment, c'est un combat qui en résulte et qui entraîne souvent le conflit. Alors, c'est là que c'est ça un petit peu que j'avais à te dire, Mélissa, par rapport à ça. Je ne sais pas si ça fait clair par rapport au cas. Louis, tu me demandes, est-ce que tu fais le rituel de libération sur Zoom? Oui, c'est possible de faire ça sur Zoom, ce genre de rituel de libération. Béatrice, s'affirmer peut attirer au contraire, être dans l'amour toujours. S'affirmer peut attirer au contraire, être dans l'amour toujours. Je ne comprends pas ton commentaire, Béatrice. Pourrais-tu me le préciser? Je ne comprends pas tout à fait ce que tu veux dire avec cette phrase-là. Donc, si tu veux le préciser, ça peut être intéressant que je réponde, que je fasse moi un commentaire si tu as envie concernant cela. Donc, le rituel de libération, donc, c'est un rituel finalement qui nous amène à simplement prendre conscience qu'on a une responsabilité par rapport à un changement de vie qu'on a envie de faire. Et ce changement-là va nous amener donc à nous libérer de certaines choses, un certain nombre de comportements qu'on en avait, et de s'approprier donc des nouvelles ressources qu'on a développées. C'est ça un peu la gratitude. Je dis la gratitude parce que j'ai développé de nouveaux comportements et c'est ça qui me permet d'envisager le changement. C'est ça un peu que le rituel de libération va permettre de faire. La cinquième étape, donc, qui était proposée dans le cadre de la conférence, c'est le rituel de célébration. Donc, on a passé du rituel de libération qui nous libère et qui nous permet de nous approprier quelque chose qui a une certaine maturité qui s'est acquise avec le temps et qu'on peut se réapproprier, qui est un apport d'énergie, une nouvelle façon d'exister et qui nous permet donc de pouvoir envisager d'aller un peu plus loin. Et le rituel de célébration, ben, c'est évidemment le processus d'intégration, je dirais. On célèbre à quelque part les nouveaux comportements, les bénéfices que ça peut nous apporter, etc. Et c'est ça qu'on va regarder dans le rituel de célébration. D'abord, il y a Béatrice qui me dit « Être soi peut attirer du bon et pas systématiquement la solitude. » Bien sûr, en quelque part, être soi implique une chose toute simple, c'est le deuil. Et le deuil, bien, quelque part, ça touche naturellement la relation parentale. En tant qu'enfant, je suis obligé de me soumettre à mes parents pour avoir une relation d'amour avec eux, une relation d'acceptation du moins avec eux, tout comme avec le professeur. Bon, tout mon apprentissage repose sur ce principe de tolérance. Je dois tolérer un certain nombre de choses pour être capable de bénéficier de l'amour, de la reconnaissance des gens qui sont autour de moi. Puis à un moment donné, quand je suis assez fort intérieurement pour être capable de me dire, ben moi, j'ai plus envie d'une reconnaissance extérieure, j'ai envie d'une reconnaissance intérieure. Cette reconnaissance intérieure, c'est un regard vers moi qui me permet de me retrouver dans cette position de verticalité et d'assumer et d'incarner à quelque part cette volonté que j'ai d'être moi. Et quand je suis moi, ben c'est là évidemment que l'on peut donc expérimenter ce qu'on pourrait appeler cette fameuse solitude, c'est-à-dire que comme je suis moi, ben j'ai plus envie de la reconnaissance des autres, les autres ne vont pas me la donner non plus la reconnaissance bien souvent parce que je ne vais peut-être pas adhérer à certaines conditions qu'ils m'auraient demandé d'avoir. Donc, c'est là que je vais effectivement peut-être prendre un chemin qui va être distinct de ces gens-là. Ça ne veut pas dire pour autant que je suis seul, ça veut simplement dire que je suis dans une relation où je suis en accord avec moi et je cherche à développer des relations avec des gens qui vont m'apporter ce bénéfice-là aussi, c'est-à-dire qui vont enrichir ma relation, qui vont enrichir ma vie par des comportements qui ne reposeront pas sur des obligations, entre guillemets, sociales, mais des obligations reliées à une forme de liberté entre des êtres humains qui ont envie de passer des moments ensemble. Ah oui, c'est ça un peu l'idée de ça. Donc, le rituel de célébration, alors évidemment, c'est quelque chose qui est important dans cette idée du rituel de célébration, parce que là, on va focuser vraiment. L'idée de célébrer, c'est donc de faire la fête. Alors, faire la fête, on peut prendre un coup pour faire la fête, mais dans le rituel de célébration, c'est vraiment l'incarnation. Je célèbre à quelque part la vie. Et la vie, ça veut dire quoi? C'est que je laisse mourir une facette de moi qui se fait dans les rituels de libération pour accéder à quelque chose de nouveau que je ne connais pas tant que ça, qui est une nouvelle énergie que je vais célébrer pour lui permettre de mieux
s'incarner en moi. C'est ça un peu le concept du rituel de célébration. Alors, le faire comme si, c'est souvent comme ça qu'on peut intégrer cette notion de célébration, c'est-à-dire je reconnaître qu'en moi, j'ai changé. C'est-à-dire que pendant un certain temps, pendant les 3 dernières années, pour prendre l'exemple, j'ai fonctionné d'une certaine façon, je ne m'assumais pas, je voulais plaire à tout le monde, je voulais que tout le monde m'aime, que tout le monde accepte qui je suis, etc. Donc, je me suis comporté d'une certaine façon. Puis, à un moment donné, j'ai pris conscience que cette façon de me comporter-là n'était pas d'accord avec moi et j'ai donc décidé de changer parce que ça devenait trop important, cette volonté de changement. Alors, la volonté de changement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'intérieurement, j'ai ressenti en moi une poussée évolutive que je n'étais plus capable de gérer, de contrôler ou de garder en moi parce qu'elle est devenue trop forte. Ce qui veut donc dire que quand je rencontre des gens, je ne peux plus faire semblant d'être celui qui se soumettait parce qu'en dedans de moi, il y a une poussée énergétique trop forte qui me dit, Sylvain, tu ne peux plus continuer à être qui tu étais auparavant. Tu es devenu quelqu'un d'autre, il va falloir que tu l'assumes. Alors, vous voyez, je vous présente ça comme ça pour bien faire comprendre que le processus de transformation, ce n'est pas toujours quelque chose qui, ça peut être quelque chose qui s'impose à nous à un point tel qu'on ne peut plus passer à côté. Et ça rejoint beaucoup ce qu'on appelle les crises spirituelles ou les crises évolutives qu'on touche chez l'être humain. C'est-à-dire qu'à un moment donné, l'être humain, il arrive à contenir le changement en lui pour que ça ne paraisse pas à l'extérieur de lui. Puis à un moment donné, il n'est plus capable, tout simplement parce que justement, cette force évolutive est tellement importante et imposante qu'il n'est plus capable de s'adapter à un ancien comportement en lui. Donc pour moi, c'est une phase évolutive que tout ça. Et cette phase évolutive-là, on peut la vivre en conflit avec soi, c'est-à-dire en la rejetant, cette phase-là, ou en apprenant à l'accueillir. Et le rituel de célébration va aider à cela, puisqu'on va vraiment reconnaître qu'on a donc reconnu en soi des changements. Ces changements-là, il va falloir les actualiser. De quelle façon? On joue un peu la même logique de tout à l'heure. On se regarde dans le miroir. Et c'est qui cette nouvelle personne-là qui est devant moi, là? C'est une personne qui a changé, mais en quoi elle a changé, cette personne-là? Est-ce que ce que je vois reflète le changement de qui elle est? Peut-être pas. Peut-être que oui. Peut-être que non. Peut-être que je me dis, ben non, la personne que je suis intérieurement, c'est pas ça. Moi, j'ai envie de me rapprocher de qui je suis intérieurement. Donc, il va falloir que je fasse des changements dans mon image. Donc, cette image-là, quelque part, c'est ça un peu l'idée d'incarner. J'incarne quelqu'un de différent, donc je suis obligé de changer des choses dans ma façon de me présenter. C'est une façon de faire. Donc, ça peut être à travers les vêtements, ça peut être à travers l'apparence physique, mais ça peut aussi à travers l'expérience corporelle de qui je suis, comment je me positionne, comment j'apprends à verbaliser, à manifester mon pouvoir. Ça, c'est toute cette énergie-là, quelque part. Faire comme si, c'est donc faire du théâtre. Faire du théâtre, c'est-à-dire jouer la comédie dans le miroir pour se rappeler quelque part qu'on est devenu, non pas un bon comédien, mais on est devenu quelqu'un d'autre. Et ce quelqu'un d'autre-là doit s'approprier les comportements, les façons de parler, les façons d'être qui sont différentes de celles qui étaient. Alors, c'est là qu'on devient un peu comme on fait du théâtre, mais un théâtre, effectivement, où on s'exprime avec des façons différentes, dont le chant, bien sûr, Béatrice, vont faire partie. C'est-à-dire que, tantôt, je parlais de l'aspect auditif, mais évidemment, on peut s'affirmer par des paroles, on peut utiliser la voix, le chant comme des moyens d'exploration, la danse peut être des moyens d'exploration, bien sûr. Il y a plein de façons d'aborder, à quelque part, notre corps différemment. Et c'est certain qu'à travers ces explorations-là, ben, ça nous permet de nous connecter avec le changement. Hein, c'est-à-dire, c'est ça l'idée. Hein? C'est-à-dire que moi, je peux chanter, mais pourquoi je vais chanter? Je vais chanter parce que ça va me permettre de ressentir dans mon corps la transformation que j'ai en moi. C'est-à-dire que quand je chante, j'amplifie la transformation en moi et je me sens différent. C'est pour ça que je chante régulièrement, parce que j'ai envie d'intégrer ce changement-là et le chant me permet de le faire. Alors, ça pourrait être aussi à travers la danse. Hein, je sens que j'ai besoin de faire de la danse, j'ai besoin de faire du yoga, par exemple, parce que ça me crée une certaine énergie en moi qui m'apporte ce sentiment de transformation-là. Donc, vous voyez que c'est une notion de rituel, c'est des rituels dans lesquels on cherche à intégrer la transformation à travers divers moyens de fonctionner. Et le visuel, bien évidemment, c'est cette capacité que j'ai de me voir, de me transformer dans mon corps. Donc, ça peut être relié à un amaigrissement, ça peut être relié à une flexibilité, par exemple, faire une pratique de yoga, faire du sport. Tout ça va indiquer quelque part que mon corps va finalement incarner un autre état énergétique qui va apporter donc une façon différente de me manifester et que c'est ça qui va m'amener donc à ce rituel de célébration, c'est-à-dire de reconnaître que Sylvain Bélanger a changé et que Sylvain Bélanger a changé, qu'à chaque jour, Sylvain Bélanger fait des actions pour se rapprocher de ce changement-là encore plus grand, de l'intégrer encore plus fortement. Donc, ça implique que je fasse comme si j'étais déjà quelqu'un qui avait changé. Hein, par exemple, moi, je pourrais dire, ben, moi, je veux maigrir, puis je veux devenir plus musculaire. Bon. Alors,
supposons que j'ai une prise de poids et j'ai envie de maigrir, ben quelque part, puis que je vous donne une musculage, je pourrais me dire, ben dans un an, peut-être que je vais me donner cet objectif-là. Le rituel de célébration va consister à me donner à chaque jour, ou une fois par semaine, ou qu'importe, un moment où je vais agir en accord avec l'idée que j'ai maigri et que je suis plus musculaire. Et ça implique quoi? Ça implique que ça me met dans une position où je vais me reconnaître que Sylvain Bélanger, lorsqu'il est comme ça, il y a donc une façon de se comporter différemment au niveau visuel. Il y a des mots, une façon d'entendre son monde intérieur différemment. Il y a une façon de ressentir dans son corps ce qu'il est. Alors, c'est ça qui va amplifier tout le processus de transformation et qui va donner justement au rituel de célébration encore plus d'impact. Alors, vous l'avez compris, c'est un peu comme ça qu'on va procéder. Donc, l'image, il y a donc les mots à lesquels on va être attentif. On va faire effectivement des déclarations dans lesquelles on va affirmer des phrases qui vont mettre en évidence quelque part dans le présent que nous avons changé, que nous sommes, maintenant on s'affirme, alors qu'on ne s'affirme pas immédiatement actuellement, mais on peut avoir des phrases dans lesquelles on s'affirme et les bénéfices que ça nous apporte dans le présent que de s'affirmer. Donc, on fait vraiment comme si on était dans le changement, la transformation qu'on avait déjà acquise. Et le fait de le faire régulièrement comme ça fait que notre cerveau va entendre les paroles qu'on va affirmer, va nous voir aussi dans ce nouveau comportement-là, et tout ça va amplifier notre corps dans le changement. On va ressentir dans notre corps des sensations différentes, des expériences différentes corporelles, parce que on va vivre des choses différemment dans notre corps, parce qu'on va assumer différemment notre énergie. Tout ça va contribuer donc à une transformation qui peut être très intéressante. Évidemment, donc l'aspect gustatif, odorat sont les deux aspects qui vont plus toucher justement les odeurs et puis les goûts de saveurs, etc. Ça va souvent plus toucher, donc évidemment, l'alimentation, mais on peut effectivement faire des explorations au niveau de l'odorat, par exemple avec l'olfactothérapie, qui peuvent nous amener on peut utiliser donc les odeurs comme des moyens de faire émerger des émotions, faire émerger des éléments inconscients qui sont en soi. Le goût, bien évidemment, peut aussi nous faire explorer des expériences émotionnelles, etc., qui peuvent être en soi. Donc, vous voyez que tous les médias, tous les sens vont être utilisés justement pour nous amener à retrouver une position d'alignement le plus possible pour permettre justement à la transformation de se faire de la façon la plus naturelle, de la façon la plus équilibrante possible. Isabelle qui dit la notion de je dois dans l'enfance, vous, je choisis en étant adulte. Oui, c'est ce versus je choisis en étant adulte. C'est ça, effectivement. On est tous là-dedans. La société, quelque part, nous met dans une position où on est dans le je dois. Si on regarde la société actuelle, comment elle fonctionne avec la crise actuelle, on est beaucoup plus dans le je dois. Hein, je dois m'adapter à ce que le gouvernement décide. Ça, je dois m'adapter. On n'est pas dans le choisir. Parce que le choisir, ça voudrait dire quelque part nous intégrer dans un processus de transformation dans lequel chaque individu aurait un rôle à jouer. Donc, la société, quelque part, c'est comme ça que ça devrait être fait. Les dirigeants pourraient demander à la population de participer à une transformation. Et participer, ça voudrait dire de l'inclure. Mais ça, on ne veut pas trop ça, parce que quand on inclut l'individu, on lui donne du pouvoir. Et souvent, malheureusement, la société, comment elle fonctionne, c'est que le pouvoir aime bien avoir du pouvoir, puis la collectivité, bien, quelque part, on aime bien qu'elle puisse se soumettre au pouvoir. Malheureusement, c'est comme ça que ça fonctionne assez souvent. Donc, c'est sûr que ce que je vous propose aujourd'hui, c'est un peu une réflexion sur comment je peux créer un espace sacré pour m'amener justement à explorer le temps des fêtes, puis l'année 2021, d'une façon différente. Et ce rituel de célébration va faire quoi? Mais va me permettre de nourrir le changement. C'est-à-dire que je comprends qu'en 2021, j'ai un objectif de transformation, puis à chaque jour, ou très souvent, dans une semaine, je prends le temps de nourrir cet espace-là en jouant une mise en scène. Une mise en scène qui peut être un genre de petit rituel que je peux faire régulièrement pour nourrir cette transformation-là. C'est vraiment ça un peu l'idée. Et puis, dans je dois, il y a la notion de prendre notre responsabilité qu'il n'y a pas dans je dois. C'est bien ça. En fait, moi, je reviendrai avec l'idée de choisir. Je choisis ou je dois. Toi, tantôt, tu faisais ce rapprochement-là. Oui, c'est ça. Donc, tu l'as dit, je choisis. Effectivement, le je choisis, effectivement, c'est la responsabilité. Le je dois, c'est ce sentiment d'obligation. Un enfant doit faire des choses pour répondre aux exigences des parents. Et quand je dis je choisis, bien, quelque part, je suis pleinement responsable du choix que je fais. Alors, c'est ça un peu l'idée de retrouver l'espace sacré du temps des fêtes. C'est de se dire, est-ce que je subis le temps des fêtes? Subir, ça veut dire quoi? C'est je dois donc répondre à des conditions du temps des fêtes qui ne me conviennent pas, par exemple, parce qu'actuellement, on est limité à rencontrer peu de gens, etc. Donc, on peut devenir victime de ça. Ou on pourrait, à quelque part,
se révolter contre ça, être en révolte, puis passer à faire des fêtes d'enfer, parce qu'on serait constamment dans un état émotionnel important. Alors que si je dis je choisis, mais je choisis que cette expérience-là me devienne une expérience qui peut être agréable, qui peut être intéressante, qui peut m'apporter quelque chose de plus significatif. Et je pense que c'est ça quelque part qu'il faut, c'est ça moi ce que je vous invite de faire, parce que ça nous redonne l'opportunité d'être responsable par rapport à quelque chose qui pourrait nous donner l'impression qu'on ne l'est pas. Et je pense que si on choisit de prendre responsabilité sur notre vie grâce à ces expériences-là qui sont imposées, ben on peut en ressortir quelque chose de beaucoup plus riche et intéressant. Il y a Béatrice qui me dit quelque chose de s'entourer de beau. Je pense que c'est que oui, effectivement, s'entourer de beau, ben, quelque part, ça fait partie de l'intention, ça, Béatrice. Hein? L'intention de départ, c'est moi, je veux être heureux, je veux être bien, puis pour être bien, puis être heureux, je vais m'entourer de beau. Ça ne veut pas dire qu'on va nier là, ce qui n'est pas beau. Je vais m'entourer de beau, c'est-à-dire que je vais reconnaître que moi, ce que j'ai envie, c'est de me retrouver avec du beau. Par contre, il peut y avoir du lait que je peux reconnaître, mais j'ai envie de m'entourer de beau parce que ça me fait du bien. Donc, c'est ça un peu la nuance. Hein. Ce n'est pas de dire je ne veux pas rien de lait, je tout fermer la porte à tout ce qui est lait. Ce serait une façon aussi peut-être de refuser la réalité aussi. Donc, il faut faire une nuance à ce niveau-là. Le choix implique d'accepter les conséquences. C'est certain, les conséquences. Mais encore là, je reviens toujours avec ce que je disais tantôt avec le mot bienveillance, parce que la notion de conséquence, elle a plusieurs consonances. Il y a des gens, quelque part, qui, s'ils s'affirment, par exemple, sont étonnés de voir que d'autres personnes vont fermer la porte à la relation avec eux. Mais s'ils n'ont pas fait avec bienveillance, c'est peut-être normal que ça se produise. Donc, la bienveillance peut générer des conséquences différentes que si on n'a pas de bienveillance. Donc, ça, c'est un autre élément. Par contre, si on a été bienveillant et qu'il y a des conséquences malheureuses qui en résultent, ben, quelque part, on peut juste se dire, bon, ben, j'ai fait ce que j'ai pu, j'ai fait ce que je devais faire. Je ne peux pas, quelque part, me débattre encore plus que ça. Je crois avoir fait ce qui devait être fait pour avoir les relations les plus favorables. Alors, vous voyez, c'est ça un peu qui nous amène à cette notion de conséquence, bien sûr, qui peut être plus ou moins importante, mais c'est important, donc, d'être attentif au fait que les conséquences peuvent être réduites si on prend conscience qu'on peut être bienveillant avec notre entourage. Donc, la 6e étape maintenant du rituel, ça touche évidemment cette notion d'accompagnement. L'accompagnement, quelque part, c'est que moi, je peux reconnaître que j'ai des intentions pour l'année 2021 ou pour le temps des fêtes qui sont précises, que je vais nourrir. Je peux donc prendre le temps d'avoir des réseaux de bienveillants avec des gens quelque part avec lesquels je me sens bien, avec lesquels je nourris cette idée d'avoir une intention qui me nourrisse aussi. Je peux incarner ma propre lumière à travers ce qu'on a vu. Je peux faire donc le rituel de libération, le rituel de célébration. Et tout ça m'amène effectivement à un constat. Le constat, c'est qu'à travers ces transformations que je cherche à mettre en place, il y a donc des réactions. Le principe d'action-réaction. Hein. C'est-à-dire que moi, si j'agis différemment que j'agissais auparavant, ben c'est peut-être normal qu'en agissant différemment, il y ait une réaction autre qui vienne à moi. C'est-à-dire que si je fais quelque chose de différent que ce que je faisais auparavant, ben peut-être que l'environnement va réagir différemment au fait que j'agisse d'une façon différente. Alors ça aussi, ça fait partie quelque part de ce qu'on appelle la loi d'attraction. Hein, la loi d'attraction, c'est de comprendre que si moi, je me permets de faire des changements dans ma propre vie, par rapport à quelque chose que je faisais, depuis 3 ans, par exemple, je ne m'assumais pas, et je décide de changer les choses et de m'assumer, et dans ce sens-là, même si je le fais avec bienveillance, il y a des chances qu'il y ait des gens qui ne soient pas capables de s'ajuster aux changements que je suis en train de faire avec eux, parce qu'ils vont se dire, ben voilà, moi, je t'aimais bien quand tu ne t'assumais pas, maintenant que tu t'assumes, ben, ça me convient moins. Donc, il y a des gens avec qui on est confronté à devoir accepter que le fait qu'on soit différent, ben, ça génère effectivement des comportements différents d'eux. Et c'est là qu'évidemment, il y a toute une dynamique émotionnelle qui vient avec ça et qui est souvent liée à notre passé, à notre enfance. Ainsi, moi, je me décide de dire, mais je me réapproprie un certain pouvoir, puis je me rends compte que les gens m'abandonnent, mais ça peut me ramener à mon enfance et me faire comprendre que cette force d'affirmation qui était en moi, que j'ai abandonnée il y a un certain temps, c'est peut-être dû au fait que j'avais compris que quand je m'affirmais, ben, quelque part, je me sentais finalement pas reçu, pas accueilli, et que j'avais un prix à payer qui était douloureux, qui était de me retrouver seul. Et que pour ne plus me retrouver seul, j'ai décidé de ne plus m'assumer, de ne plus être dans mon pouvoir. Et donc d'accepter de ne plus être dans mon pouvoir pour être avec d'autres gens. Donc, comprenez que ça, c'est des choses à lesquelles il faut être très attentif, parce que si je comprends pas ça,
ben, ça veut donc dire que je vais m'affirmer, puis là, je vais revivre des blessures émotionnelles profondes qui sont reliées à mon enfance et je risque d'accepter de ne plus accepter cette position-là, de dire, ben non, ça fait trop mal, c'est trop douloureux, donc j'aime mieux redevenir l'ancienne personne que j'étais. Alors, vous voyez que c'est là que ça devient important, cette notion d'accompagnement. L'accompagnement, c'est nourrir le changement chaque jour, régulièrement du moins, dans un journal intime, dans lequel on peut avoir un mantra de transformation, qui est une phrase clé ou des phrases clés qu'on peut avoir, qui vont venir interpeller le changement en nous et qui vont nourrir cette volonté de transformation qui sont en soi. Là, Mélissa qui me dit, c'est exactement mon cas, ben oui, c'est en fait compte normal qu'à chaque fois qu'on veut faire un changement, ben que ce changement-là va entraîner des réactions autour de soi. Ces réactions-là vont nous refléter quelque part quelque chose qui nous fait mal, qui est relié à une blessure émotionnelle qui était présente en soi et qu'on n'avait jamais voulu trop gérer. Et là, il va falloir maintenant y faire face. Et bien des fois, des gens vont dire, ben moi, j'ai pas envie d'y faire face, donc je vais redevenir comme avant pour éviter ça. Vous voyez? Isabelle qui dit, c'est exactement la prise de conscience que j'ai eue ce matin, que je m'étais abandonné. Oui, mais c'est ça. Ça nous reflète certaines de nos peurs aussi, bien sûr. Et c'est là, évidemment, qu'on comprend que tout ça, quelque part, c'est le principe de la loi d'attraction. Si moi, je m'affirme, ben, quelque part, cette affirmation-là, elle peut être colorée dans mon champ énergétique sans que je m'en rende compte, avec une culpabilité, par exemple, de m'affirmer. Donc, cette culpabilité dont je suis plus ou moins consciente qui est là, ben, quelque part, va être reflétée par l'extérieur qui va me dire, ben, c'est pas correct ce que tu fais, etc. Donc, c'est pas que la bienveillance me permet quoi? Me permet d'être dans une position d'honnêteté, de justesse. Si je dis, je me suis affirmé, j'ai expliqué aux gens autour de moi que je me suis affirmé, j'ai expliqué pourquoi je m'affirmais, que ce n'était pas contre eux, c'était pour moi, et qu'eux ne sont pas bienveillants vers moi, mais ça me permet, moi, de me dire, ben voilà, j'ai fait ce que j'ai pu, j'ai été le plus cohérent possible, le plus authentique possible, le plus correct possible envers eux, et eux me reflètent quelque chose qui n'est pas en harmonie avec l'effort que moi j'ai fait. Donc, moi, j'ai peut-être plus envie de faire des efforts avec eux. Parce que, quelque part, je constate que les efforts que j'ai faits n'ont pas été reconnus, ils n'ont pas été attentifs au fait que j'avais fait des efforts pour être le plus correct avec eux. Et là, j'en paye le prix, je n'ai pas envie de ça. Donc, ça me permet, moi, de me sortir de cette dimension de culpabilité. Tu sais, la culpabilité, c'est de se dire, par exemple, OK, je me suis fâché contre elle, je lui ai dit des bêtises, et elle, à quelque part, me rejette. Mais là, je peux te dire, ben, vous avez peut-être raison, j'ai peut-être été un peu trop loin dans ce que je lui ai dit, donc je me sens coupable. Et là, je tombe dans le processus qu'on connaît. C'est-à-dire que là, je retombe dans tous les mécanismes anciens parce que je me sens coupable, j'ai pas été correct avec elle, elle m'en veut. Et là, finalement, je me retrouve dans une position où, finalement, je vais de nouveau revivre la culpabilité que j'avais vécue en tant qu'enfant. Alors que si je sors de cette dynamique-là de l'enfant quelque part qui est fâché et qui dit des bêtises à celui à quelque part qui cherche à s'affirmer, mais que j'alterne entre les deux, ben, je vais trouver dans une mode de culpabilité parce que je vais savoir qu'à chaque fois que je vais m'affirmer, je vais être maladroit possiblement face à des gens qui vont me dire des choses, puis que je vais me sentir coupable par la suite parce qu'eux vont me refléter que je n'ai pas été correct. Donc, je vais nourrir finalement la dynamique de l'enfant. Si je me comporte comme un adulte et que j'agis en accord avec une volonté que j'ai d'être bienveillant envers les gens, ben, je risque d'avoir une relation dans laquelle je vais être plus juste avec moi-même parce que je vais reconnaître que j'ai fait vraiment, je me suis bien comporté et que mon entourage se comporte mal avec moi parce qu'il n'est pas juste avec moi. Alors là, vous voyez que c'est là qu'on commence à se sortir de la polarité enfant et adulte qui ne s'assume pas à adulte qui s'assume parce que l'adulte comprend qu'il s'est comporté d'une façon adulte et mature et que les gens qui sont devant lui, eux, ne se comportent pas d'une façon adulte et mature. Donc, lui peut à ce moment-là plus se protéger de ça et ne pas succomber dans la dimension émotionnelle qui est associée à tout ça. Je ne sais pas si c'est clair par rapport à cette idée-là. Donc, vous voyez, alors évidemment, l'idée donc de l'accompagnement, ça veut donc dire qu'une fois par semaine, par exemple, on peut avoir un petit journal intime dans lequel on prend le temps de noter l'évolution du processus dans lequel on est. Alors, on a vu qu'on avait donc une volonté de favoriser une célébration, un nouveau comportement qu'on a envie de mettre en place. Ce nouveau comportement-là va inévitablement, lui, entraîner donc des actions différentes à réactions différentes, c'est normal. Et ces réactions-là, de quelle façon on va les gérer? Et c'est là que la bienveillance devient importante parce que cette bienveillance-là signifie quoi? Je suis responsable de ce qui se passe. La personne me dit qu'elle n'est pas contente de me voir m'affirmer, par exemple, dans certaines circonstances. Donc,
je peux comprendre que je suis pleinement responsable de cette situation-là. Pourquoi? Parce que ça fait 3 ans que je ne m'assume pas. Et là, je m'assume devant cette personne-là. Ah, ça fait 3 ans que je ne la faisais pas auparavant. Donc, la personne a peut-être raison d'être un peu surprise. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que moi, je dois lui expliquer pourquoi je suis en train de m'affirmer. Je ne suis pas en train de lui dire qu'elle est mauvaise. Je suis en train simplement de lui dire que moi, j'étais malheureux dans mon ancien comportement et que là, j'ai choisi de m'affirmer. Et je ne veux pas le faire contre elle, je veux le faire pour moi. Et je veux donc être bienveillant envers elle. Je veux donc lui faire comprendre que le comportement que je suis en train de faire n'est pas un comportement contre elle, mais vraiment un comportement dans une volonté de partage et d'échange avec mon entourage. Alors, c'est là qu'on commence vraiment à bâtir quelque chose de beaucoup plus positif, je dirais, dans la relation que j'ai avec mon entourage. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous, de ça. Qu'est-ce que ça vous dit comme idée, ces 6 étapes-là qu'on vient de regarder ensemble? Est-ce que vous voyez que c'est quelque chose qui pourrait être un processus à mettre en place, qui pourrait peut-être justement vous guider dans l'idée d'un changement, bon, de voir une vision différente de Noël, donc de profiter de ça pour justement mettre en place ce processus-là, et peut-être profiter pour l'étendre en 2021 comme des moyens, comme des outils permettant une transformation. Vous voyez qu'évidemment, quand on parle de ça, bien évidemment, ça nécessite assurément qu'on s'accompagne. S'accompagne, ça veut dire qu'une fois par semaine, par exemple, bien, on prenne le temps, et le temps, on le sait que c'est précieux, que c'est difficile des fois de se donner du temps pour changer, mais en même temps, on a compris évidemment que si on voulait quelque part se donner, s'accorder un peu de temps pour soi-même, on risque effectivement d'avoir beaucoup plus de bien-être à l'intérieur de soi si on se donne cette permission-là. Très intéressant cet outil. Mon processus est débuté, mais ça me permettrait de le faire évoluer de plus en plus. Ben oui, mais ça, c'est bien. C'est super ce processus, il reste à agir. Ça me parle beaucoup. Je me sens plus prête à cela aujourd'hui. Mais c'est ça, quelque part, la vie, finalement, est faite d'étapes, hein, puis il y a un processus de maturité. Il faut bien comprendre, le processus de maturité, ça implique à quelque part que moi, je sois capable de me dire responsable de ce qui se passe dans ma vie, qui n'est pas une chose si simple que ça. On vit dans une société où l'irresponsabilité est très importante, où tout le monde se délaisse de sa responsabilité pour dire que c'est la faute de quelque chose d'autre. Hein. Donc, on est tout le temps dans ce mode de fonctionnement-là. Donc, prendre responsabilité sur sa vie, c'est un beau cadeau de Noël à se faire. Voilà. Et ce beau cadeau de Noël-là, bien évidemment, peut nous donner l'opportunité de comprendre que non seulement c'est un beau cadeau, mais il me permet de me libérer de certains nombres de comportements qui sont plus utiles, de m'approprier certains niveaux de maturité que j'ai acquis avec les années que je suis prêt à assumer, et me permet donc de faire ce fameux rituel de célébration, donc de célébrer pour 2021 un nouveau comportement plus en accord avec moi. Donc, je pense que ça peut être une belle façon de procéder par rapport à cela. Maintenant, donc, je pense que c'est à peu près ce que j'avais envie de vous transmettre concernant ces fameuses 6 étapes, concernant donc retrouver l'espace sacré du temps des fêtes. S'il y a des questions sur le thème, bien évidemment, on peut l'explorer avantage, hein, parce que moi, je me suis permis de dire des choses. Maintenant, c'est à vous de me dire aussi comment vous le recevez, puis si ça interpelle, entraîne des questions en vous. Actuellement, vous savez que je fais des petites démonstrations. Donc, évidemment, c'est toujours possible. Et il y aura un petit concours que je vous avais proposé de faire aussi, donc on va le faire. Je suis dans le processus de changement depuis quelques mois déjà et je me fie sur mon taux énergétique pour savoir que je suis en accord avec moi ou non. Qu'est-ce que tu appelles ton taux énergétique, Brigitte, juste pour que je comprenne ce que tu veux dire? Parce que le taux énergétique qu'on va aborder, on peut le faire de plusieurs façons. On peut le faire avec la fameuse grille, je sais plus c'est quoi le nom. Il y a une grille, c'est des radiesthésistes, en fait, qui ont mesuré à quelque part, qui ont développé une genre de grille avec des Angstrom. Voilà, Angstrom, c'est une mesure du taux énergétique. On peut donc déterminer le taux énergétique d'un aliment, mais aussi le taux énergétique à nous avec ce concept-là. Il faut savoir que cette façon de faire-là est une façon, finalement, qui est une unité de mesure. J'ai une unité de mesure qui me permet d'évaluer mon état énergétique. C'est une façon de faire une mesure. On pourrait dire, par exemple, ben, moi, je définis une grille de 0 à 1000 pour définir mon taux énergétique, par exemple. Ce que je veux faire comprendre, c'est que dans la démarche intuitive, on peut construire des systèmes de représentation qui me permettent de faire une mesure de mon degré énergétique. C'est intéressant. Mais maintenant, si on veut aller un peu plus loin que cela, c'est-à-dire qu'on peut aller plus loin que simplement observer un état, on peut également questionner la raison d'être de cet état,
déprogrammer, soigner. Et c'est là que ça nous amène la notion d'accompagnement. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans un mode d'observation uniquement, mais d'amener donc quelque chose qui va nous permettre de nous accompagner. C'est là que ça devient intéressant. Donc, l'idée du taux énergétique, c'est intéressant. Donc, on peut prendre un pendule avec ça, avec la mesure Angstrom, mais ça reste que c'est comme des observations et on n'a pas vraiment d'éléments qui nous sortent de cet état-là. Alors que dans le pleine conscience intuitive, décodage, déprogrammation et soins vont nous permettre de nous accompagner, de nous rendre pas victimes. On est tout le temps en train d'amener par la déprogrammation et les soins une action d'accompagnement qui nous permet donc de plus être en accord avec soi. Il y a Mélissa qui me dit, dans mon cas, c'est un processus qui me permettrait de me sortir d'un cul-de-sac dans lequel je me trouve depuis un bon moment déjà. Alors évidemment, tu vois, ça c'est la notion de pardon que je vois là-dedans. Hein. Le pardon, c'est se pardonner quelque part d'être dans un cul-de-sac depuis un certain moment déjà et de comprendre effectivement qu'on est là-dedans. Pourquoi? Parce qu'on est en train d'apprendre à faire quelque chose. Par exemple, s'affirmer. Je suis en train d'apprendre à m'affirmer. C'est normal que ce processus d'affirmation exige que j'avance et que je recule. J'avance, je recule et que ça puisse durer un certain temps. Donc, je suis en train de reconnaître que pendant un certain temps, je n'ai pas progressé vraiment, mais j'ai acquis à travers cette période de temps-là une compréhension de mes mécanismes, une compréhension de mon processus, une compréhension de mes limitations, et ça me permet aujourd'hui d'être capable de m'assumer plus. Et c'est là que la gratitude arrive, et la gratitude me permet d'arriver ensuite à la déclaration qui va m'amener à pouvoir faire un changement. Brigitte qui m'a dit « Déprogrammer les mémoires redonne de l'énergie car je me libère du mécanisme inconscient. » Voilà, ben c'est ça, effectivement, c'est déjà un peu plus intéressant parce que il y a des fois, il y a des gens qui vont se limiter simplement à dire moi, je travaille avec ce fameux taux vibratoire dont je parlais tantôt qui peut nous amener bon, à faire des constats, mais c'est intéressant évidemment de comprendre qu'est-ce qui est derrière les constats. C'est-à-dire derrière, ok, moi j'ai admettons 1000 angstrom dans mon champ énergétique, ben, c'est intéressant, mais ça ne me permet pas de m'accompagner dans le processus. Et je pense que c'est important, évidemment, de pouvoir le faire. Quels soins seraient le plus adéquats pour débloquer le chakra de la gorge pour mieux s'affirmer? C'est sûr que là, Missa dit chanter. C'est vrai que chanter peut être effectivement quelque chose d'intéressant pour certaines personnes. Il n'y a pas tout le monde qui vont avoir le désir de chanter pour pouvoir débloquer le chakra de la gorge. Ça m'amène peut-être à faire des démonstrations. J'avais dit que je ferais des démonstrations, donc peut-être que Louise va être la première personne avec qui je vais faire une démonstration. Ça va être sommaire, mais ça va peut-être nous permettre d'avancer un peu sur la question que tu poses. La première chose que moi je te dirais, Louise, dans ce que j'observe, c'est un peu comme le sentiment de dire je pourrais dire des choses, mais ça servait à quoi? Tu vois? Comme si je sentais qu'il y avait en toi beaucoup d'expériences associées au silence. Comme si en tant qu'enfant, on ne t'a pas donné l'autorisation, on va dire comme ceci, de pouvoir utiliser la parole pour être entendu. Par exemple, quand moi je parle, par exemple, ben, vous m'entendez, quand on est un enfant, ben, quelque part, on peut avoir l'impression des fois qu'on voudrait parler, mais on n'est pas entendu. On n'est pas reconnu. On n'est pas. Et c'est là, quelque part, que dans ce processus-là, il faut d'abord, devant tout, être attentif à l'intention. L'intention dans toi, Louise, par rapport à ça, c'est de reconnaître qu'il y a en toi une facette de toi qui n'a jamais été entendue. Et pourquoi elle n'a jamais été entendue? Parce que dans ta blessure émotionnelle de l'enfance, tu as eu l'impression que ouvrir la bouche n'était pas un moyen de communication puisque les gens ne t'entendaient pas. Donc, tu as appris à ne pas le valoriser, ça. Donc, à te dire, ça ne vaut pas la peine parce que je ne suis pas entendu. Alors, l'intention de départ, c'est de dire, ben oui, j'ai en moi une blessure de quelqu'un qui n'a pas été habitué à être entendu, mais moi, mon intention, ce serait de lui donner la permission à cette facette-là de moi d'émerger et de prendre la place qu'elle mérite. Donc voilà, donc l'intention, ce serait ça. Donc, incarner sa lumière, ça veut dire quoi? Mais ça veut donc dire que d'un point de vue visuel, auditif et sensitif, plus particulièrement, on va évaluer de quelle façon, à quoi je vais ressembler en tant que Louise, hein, si je me mets à m'affirmer au niveau de mon chakra de la gorge. Tu vois? Donc là, on va faire une déprogrammation, on va un petit peu aborder ça. Tu vois, la première chose que je te dirais par rapport à ça, Louis, c'est que la déprogrammation, qu'est-ce qu'elle met en évidence? C'est que tu as beaucoup de frustration, tu as beaucoup de tristesse en toi,
qui pourraient t'amener à pointer du doigt les autres en leur disant c'est de la faute. Comme s'il y avait beaucoup de reproches, beaucoup de choses qu'on pourrait reprocher aux gens, comme ça, quelque part, un manque de bienveillance qu'on avait expérimenté. Et c'est certain que la notion de responsabilité nous ramène à l'idée de dire, est-ce que moi, je peux vraiment pointer du doigt tout le monde en leur disant c'est de leur faute? À un moment donné, il va falloir que j'accepte, moi, que j'ai un rôle à jouer, que j'avais un rôle à jouer, et que ce rôle à jouer-là, quelque part, j'ai plus envie de le jouer. J'ai plus envie d'être celle qui se sent, qui pourrait reprocher les autres en leur disant, c'est vous qui m'avez empêché de communiquer. Non, non, je suis responsable de ça, et j'ai envie aujourd'hui de reconnaître ce pouvoir-là qui est en moi, puis de dire, je n'ai plus envie de me mettre dans une position dans laquelle je me prive de moi-même. Tu vois, c'est un peu comme ça que je dirais ça. Oui. Et ça veut dire quoi? Mais ça veut donc dire finalement que quand on développe une forme de responsabilité, ben, on se rend compte justement deux choses. La première chose, oui, c'est qu'il y a des choses qui ne valent pas la peine de revenir sur le passé. Par exemple, je pourrais très bien dire qu'à l'âge de 5 ans, on ne m'a pas écouté, on ne m'a pas attendu, puis je pourrais revenir aller voir mes parents en leur disant, vous ne m'avez pas écouté quand j'avais 5 ans, etc., etc. Puis bon, on pourrait faire ça. Sauf qu'à un moment donné, on doit reconnaître que cet enfant-là de 5 ans, qui ne s'est pas entendu en tant qu'enfant, lui, la seule personne qui peut l'aider, c'est toi. C'est toi qui peux aller l'aider en allant visiter cet enfant-là, en lui disant, ben moi, j'ai envie de t'écouter, puis moi, j'ai envie de te dire quelque part qu'aujourd'hui, tu n'es plus ça, là. Moi, j'ai envie de te dire que moi, je t'entends, je te reconnais, et à partir de maintenant, j'ai envie t'inclure dans ma propre vie. Donc, là, automatiquement, il y a un changement d'attitude parce que tu es en train de te responsabiliser par rapport à une mémoire d'enfant qui, elle, n'était pas responsable, est en train de lui donner la permission d'exister. Et en lui donnant la permission d'exister, bien, inévitablement, tu apprends aussi à reconnaître qu'il y a des choses que tu n'as plus envie de faire dans ta vie aujourd'hui. À partir du moment que tu t'affirmes, j'ai l'impression qu'il y a des choses que tu n'auras plus envie de faire comme tu faisais auparavant. Donc, inévitablement, le changement que tu vas faire va t'amener à te dire, ben voilà, maintenant que je me suis redonné le droit de parler, de communiquer, de m'entendre, j'entends, puis je me reconnais le droit de dire, il y a des choses qui ne me conviennent plus, des choses que je subissais, que j'acceptais de subir, mais là, je n'ai plus envie de les subir parce que je me suis responsabilisé. Donc, ça veut dire que je vais apprendre également à travers ça, à me mettre dans une position où je vais commencer à affirmer qui je suis, à exprimer qui je suis. On peut le faire dans la bienveillance. Mais tout ça, quelque part, amène une volonté de transformation qui peut se faire progressivement de cette façon-là. Je ne sais pas ce que tu en penses, Louise, de ça. Peut-être qu'on essaie de faire le soin énergétique aussi, je vois, Louise, que tu as beaucoup de plans, beaucoup de tristesse. Donc, il y a quelque chose en toi que tu as à gérer, à apprendre. Il y a une accumulation qui s'est faite avec les années. Et évidemment, cette accumulation va t'amener à quoi? Mais elle va t'amener à te rendre compte quand dans toi, il y a une femme qui a eu beaucoup, beaucoup de frustration et de mécontentement dans le passé, puis que là, tu es obligé de te donner la permission de reconnaître que tu as envie de faire un changement. Et ce changement-là, quelque part, exige de ta part à toi de te mettre dans une position où tu n'es plus une victime. Cette victime-là, là, cette position de non-victime, tu ne la connais pas tant que ça. Et c'est pour ça que le rituel des célébrations va être intéressant pour toi, de commencer à identifier cette femme-là, qui est capable de communiquer. C'est une femme, à quelque part, que tu ne connais pas beaucoup et que tu n'as pas bien maîtrisé parce que tu es beaucoup plus dans un mode de frustration et mécontentement vers ton entourage, mais moins dans l'idée du droit de communication que toi, tu as dans toi. Donc, c'est intéressant pour toi de travailler là-dessus. Je pense que ce serait quelque chose de vraiment intéressant et riche comme voyage que tu pourrais te permettre d'explorer. Donc, Louise me dit, c'est super ce que tu as dit, le silence, je reconnais, etc. Donc, oui, au niveau inconscient de la frustration. Mais c'est ça, je pense qu'il y a un petit peu de ça. Donc, ce serait normal que tu puisses explorer cette volonté de changement. Puis cette volonté de changement amène la frustration, amène plein d'affaires comme ça qui peut s'être présent. Tu es en avec ton passé, mais tant mieux. Mais moi, je te dirais maintenant, mets en application le rituel de libération et de célébration, puis vois qu'est-ce qui va se passer. C'est là que tu vas vraiment le voir si tu es en paix avec ton passé. Parce que probablement que le fait que tu puisses te donner la permission d'amener un changement dans ta propre vie, ça peut générer aussi, faire réactualiser en toi des choses qui vont te permettre donc de pouvoir mieux intégrer le tout, je dirais. Voilà. Tu es prêt? Donc, ben voilà. Allons-y alors. Je vais donc arrêter ici avec toi, Louise, pour si tu veux bien. On va aller voir d'autres questions qui m'ont été posées.
J'aimerais bien aider l'ouverture du cœur dans la reconnaissance de ma valeur soutenue par le plexus solaire. Ça, ce que je sens, évidemment, de ce que tu me dis, Brigitte, c'est que c'est toute l'aventure, en quelque part, entre la femme qui affirme ses besoins, qui affirme ce qu'elle est, puis la femme qui aime. Et quand moi j'aime, ben, je peux dire à quelqu'un je t'aime, mais si je dis à quelqu'un que je l'aime, puis qu'en même temps, euh, je reconnais que j'ai envie de m'affirmer auprès de cette personne-là pour lui témoigner qui je suis, ben, c'est là qu'il y a un genre d'équilibre à atteindre entre j'aime la personne, puis en même temps, je souhaite exister auprès de cette personne-là. Donc, il y a une question quelque part de juste mesure là-dedans. Puis cette juste mesure-là, ça se passe beaucoup à travers ce que j'appellerais l'amour. L'amour, c'est l'acceptation de soi. Quand je m'accepte, ben, je m'aime. Puis parce que je m'aime, ben, je peux aimer l'autre, parce que je ne me sens pas dans une position de mal à l'aise avec la personne. Si par contre, je suis mal à l'aise avec la personne parce que je l'aime, puis en même temps, j'ai envie de prendre ma place, il y a des chances que le fait que je veuille prendre ma place dans un malaise, ben, je ne le fasse peut-être pas adéquatement comme je le souhaiterais, comme je le voudrais. Donc, c'est là qu'il peut y avoir effectivement un genre de dualité entre les deux. Je ne sais pas si tu me comprends bien par rapport à ça, Brigitte, tu peux me revenir pour revenir un petit peu approfondir. Est-ce que ce serait possible que j'ai des mémoires qui se les freinent? Si, comment les déprogrammer? Merci pour toi, merci à toi, Louise, tant mieux si tu apprécié. Donc, Brigitte, je te laisse revenir sur le commentaire que je t'ai dit. Et là, on regarde Mélissa qui dit est-ce que ce serait possible que j'ai des mémoires qui me freinent? Si oui, comment les déprogrammer? Alors, Mélissa, je ne sais pas si toi tu fais une formation ou tu as juste une formation avec moi, mais la question me laisse croire que non, puisque tu me poses une question comment les déprogrammer. Alors, quand on a une mémoire, il faut d'abord avant tout se rappeler quelque part que cette mémoire-là, elle appartient à quelque part à une expérience. L'expérience, elle s'est figée. Par exemple, si j'ai vécu à l'âge de 5 ans un sentiment d'abandon, ben, cette expérience à l'âge de 5 ans m'a fait vivre un abandon et fait qu'aujourd'hui, même si je n'ai plus 5 ans, je suis toujours connecté avec l'expérience d'abandon. Donc, à quelque part en moi, je porte l'abandon et l'expérience d'abandon que j'ai vécu à l'âge de 5 ans. Et à quelque part, la blessure émotionnelle qui est associée à cela, elle a 5 ans. Elle n'a pas l'âge que j'ai. Donc, ça, c'est une première chose. Donc, la première chose qu'il faut faire, c'est être capable d'aller voyager à l'intérieur de soi pour aller visiter cette mémoire-là. Et la mémoire, finalement, quand je la visite, elle me fait voir que j'ai une certaine expérience émotionnelle, souvenirs, etc., qui sont associés à ce que j'ai vécu à l'âge de 5 ans. Et évidemment, je vais prendre le temps de communiquer avec l'enfant. La mémoire qui est là, qui est figée, qui n'est pas évoluée, et comprendre pourquoi elle se sent abandonnée, donc comprendre d'une part, accueillir la charge émotionnelle. Après ça, évidemment, c'est de lui demander qu'est-ce que je peux faire pour t'aider, pour ne plus être dans cette souffrance-là. Donc, je peux lui donner dans l'immédiat. Donc, c'est de lui donner quelque part, mettons, elle a besoin de courage, mais moi, je peux lui donner du courage dans l'immédiat. On avait déjà parlé dans d'autres conférences que le pouvoir d'intention, qu'est-ce que c'est? C'est une forme de prière, hein, quelque part, qui a été reconnue par des recherches scientifiques que l'intention, c'est simplement de la bienveillance envers une plante pour que la plante ait un niveau de croissance beaucoup plus supérieur qu'une plante qui n'avait pas aucune pensée bienveillante qui lui était adressée. Donc, on comprend ici que par l'intention, on peut générer des énergies qui correspondent à des besoins qui peuvent appartenir à des mémoires qui sont en soi, et que quand on leur donne, on donne à la mémoire l'occasion de pouvoir se transformer et se changer. Et c'est ça, quelque part, qui va permettre, donc, la déprogrammation, c'est que quand on donne à la mémoire quelque chose dont elle a besoin, bien, elle se change, elle se transforme. Et si elle se change, elle se transforme, elle nous donne accès à de nouveaux signaux qui sont en soi, qui sont sous forme potentielle, qu'on n'avait pas accès parce que l'énergie était figée, mais que lorsqu'elle n'est plus figée, c'est un peu comme si l'énergie redevenait un potentiel plus évolutif, et elle montrait des images, des sensations, des mots qui correspondent à un nouveau comportement qu'on n'a pas encore intégré. Et c'est comme ça, avec le soin ensuite, qu'on va favoriser une circulation énergétique qui va permettre à notre conscient de devenir de plus en plus clair par rapport à cette volonté de transformation qui est en soi. Et ça va devenir de plus en plus comme une intention de dire « Waouh, ce changement-là, je le veux en dedans de moi, je le sens comme quelque chose de vraiment puissant. » Et c'est là que je vais sentir ce changement-là qui vont vouloir émerger vers l'extérieur et qui va m'amener vers la transformation que je souhaite faire et qui va se faire plus facilement avec les rituels de libération et de célébration qu'on a vu aujourd'hui. Donc, tu peux me revenir là-dessus si tu as des précisions, Mélissa, ou des questions par rapport à ça.
Brigitte qui me dit pas tout à fait clair. Donc, mais pour moi, c'est comme il y a une forme de dualité en toi par rapport à ça. Oui, c'est en lien avec la femme amoureuse et l'amour de moi-même, mais je ne comprends pas je ne comprends pas je ne comprends pas ce que tu veux dire par ça. Mais en fin de compte, c'est-à-dire qu'une dualité, la clé, OK. C'est-à-dire quelque part que la justesse entre les deux énergies, c'est quoi? C'est que je m'aime d'une façon libre et totale, je m'accueille tel que je suis, dans ma dimension instinctive, sexuelle, tous les éléments de la femme, on va l'appeler comme ça, la femme primitive, on va l'appeler comme ça, instinctive, la femme animale. Et cette femme animale-là, quelque part, à partir du moment qu'elle reconnaît qu'elle a des besoins, des envies, des désirs, ben, elle n'a pas envie, elle, elle est à l'aise avec ça, donc elle assume complètement ça. Et dans l'assumation de cette femme-là qui a des besoins, des envies, des désirs, ben, elle peut très bien librement exprimer son amour envers quelqu'un, tout en reconnaissant cette pulsion-là de femme qui est en elle. Alors souvent, la dualité qui existe entre l'amour du cœur et le plexus solaire, c'est souvent que l'amour du cœur va prendre tellement plus de place qu'on va devenir aimante, on va aimer l'autre, mais on ne va plus s'aimer, on ne va plus se donner le droit d'aimer toutes les facettes plus instinctives qui est en soi. Et ça, c'est quelque chose qui est assez important de bien comprendre, hein, c'est que dans ton cas, l'amour passe par cette femme-là primitive. La femme primitive, c'est pas péjoratif quand je dis primitif, c'est juste qu'on a tous en soi des facettes primitives qui nous ramènent à des besoins fondamentaux qu'on a tous en tant qu'être humain. Ces besoins fondamentaux, si on n'y répond pas, dans ton cas plus particulièrement, cet amour-là, tu ne pourras pas le diriger vers quelqu'un d'autre. Donc, tu vas vivre d'insatisfaction, tu vas vivre de mécontentement. Puis si tu n'es pas à l'aise avec ce droit d'être cette femme primitive-là, tu vas te sentir coupable de ne pas être capable d'aimer adéquatement l'autre parce que ça ne répond pas parfaitement bien à tes besoins. Alors, je pense que la femme primitive est une femme qui est la clé, c'est ça. La femme primitive, elle doit assumer complètement et totalement sa dimension primitive et on doit chercher donc à l'inclure dans l'amour qu'on peut avoir envers quelqu'un. C'est-à-dire qu'on ne va pas exclure la femme primitive dans l'amour qu'on a pour quelqu'un, on va vraiment chercher à trouver une voie d'équilibre entre les deux. Je ne sais pas si c'est clair pour toi, mais c'est un peu ce que j'avais à te dire concernant cela. J'avais une question, Mélissa, concernant les mémoires qui me gardent dans un cul-de-sac. Quelles sont ces mémoires? De quelles sont les natures? Et moi, ce que je te dirais, Mélissa, par rapport à ça, puisque tu me poses la question, c'est toute l'idée de la bonne petite fille versus la mauvaise petite fille. La bonne petite fille, quelque part, elle doit répondre à un certain standard. Par exemple, je donne un exemple, moi, je suis, admettons, une personne qui est devant toi, et moi, je te reflète des choses que toi, tu reconnais comme étant ce que tu dois être. C'est-à-dire que dans ta tête à toi, la façon que tu dois te comporter pour être aimé de moi, c'est un certain nombre de comportements. Donc, ça, c'est une définition que tu as reconnue. Donc, tu sais que pour être aimé de moi, il faut que tu te comportes d'une certaine façon. Et cette façon-là que tu choisis de te comporter n'est pas nécessairement en harmonie avec ce que tu es. Et c'est là, quelque part, qu'il y a une forme d'insatisfaction parce que moi, Mélissa, tu as envie d'être aimé par moi, mettons donc, tu fais les efforts pour être aimé par moi, c'est-à-dire que tu te comportes en accord avec ce qu'il faut faire pour être aimé de moi. Puis en même temps, il y a de l'insatisfaction là-dedans parce que tu as l'impression, quelque part, que tu mérites plus que ça. Et parce que tu mérites l'impression de plus mériter que ça, ben, ça te fait vivre effectivement de frustration. Donc, c'est là, quelque part, que tu tombes dans une espèce de grille de piège, c'est-à-dire que quand tu fais ce qu'il faut pour être aimé de moi, ben, tu es contente, mais en même temps, il y a une facette de toi qui se dit, ben, moi, je ne suis pas contente parce que je voudrais quelque part qu'on me reconnaisse davantage et qu'on me donne de la valeur supplémentaire pour que je sente effectivement que je puisse être aimé comme je le souhaiterais, comme je le voudrais. Et c'est là, quelque part, qu'on a une espèce de dualité entre je me comporte en accord avec l'autre, puis en même temps, je voudrais me comporter en accord avec moi. Puis si je me comporte en accord avec moi, ben, quelque part, je me trouve dans une position où je deviens, entre guillemets, la méchante fille. Et quand je me comporte en accord avec l'autre personne, ben, je me comporte comme la bonne fille. Alors, il y a une dualité entre les deux. C'est-à-dire que tu n'es pas une bonne fille et tu n'es pas une mauvaise fille. Tu es une femme qui s'appelle Mélissa. Et Mélissa, quelque part, ben, elle a envie, elle, de reconnaître que oui, elle a envie de plaire à l'autre personne, mais elle a envie, quelque part, de se sentir aimée par cette autre personne-là. Et ça implique donc, à ce moment-là, qu'on prenne un peu plus le crayon et qu'on définisse c'est quoi les besoins qu'on a en tant que femme pour être aimé. Et c'est là, quelque part, qu'on commence à développer une relation beaucoup plus instructive et constructive avec l'autre à ce moment-là. Je
sais pas si tu me suis par rapport à ça, Mélissa. Et ça touche toute la notion de l'amour de soi, quand on regarde un peu la notion de déprogrammation, c'est-à-dire que quand tu reconnais l'amour que tu as pour toi-même, ben, tu n'as peut-être plus envie de faire plein d'affaires pour l'autre personne si l'autre personne ne te donne pas un minimum. Donc, tu es un peu confronté de dire, ben, moi, j'ai envie que tu m'aimes, mais j'ai pas envie, quelque part, de devoir quêter de l'amour. J'ai pas envie, quelque part, de devoir faire des efforts absolus et gigantesques pour obtenir un peu d'amour. J'ai envie que la relation, ben, soit un peu comme circulaire, c'est-à-dire qu'il y a un échange amoureux qui puisse se faire adéquatement entre toi et moi. C'est ça un peu que je sens de ça, Mélissa. Puis c'est là évidemment que tu es confronté à la notion de mauvaise fille. Parce que si tu dis ça, l'autre personne peut te dire, mais je suis trop égoïste, par exemple. Je suis trop égoïste de penser qu'à toi, puis tu penses que je t'aime pas, mais moi je t'aime. Tu devrais finalement t'en rendre compte. Et puis, tu vois, c'est là qu'on tombe dans le piège. Parce que l'autre personne, elle me dit, tu m'aimes. Oui, mais c'est un mot, ça. C'est facile de dire, je t'aime. Mais si tu fais rien pour me montrer que tu m'aimes, mais tu as beau m'aimer, moi je ne me sens pas aimé si tu ne fais rien. Donc, c'est bien beau des mots, mais il faut passer aux actions. Les actions, ça veut dire quoi? Concrètement, quelles sont les actions que cette personne peut faire pour me montrer qu'elle m'aime? C'est à toi de lui dire ça aussi. Donc, c'est là quelque part que tu vas commencer à comprendre aussi à quel point cette autre personne-là est prête à faire des choses concrètes pour te prouver qu'elle t'aime, puisque toi, tu ne le sens pas. Alors, c'est comme ça qu'on arrive à progresser, je dirais, dans un meilleur échange avec un partenaire. Je ne sais pas si c'est clair pour toi par rapport à ça, mais tu peux me revenir là-dessus. OK, donc, je vais vous laisser le soin de revenir sur les commentaires ou sur d'autres questions, bien sûr, aussi. Donc, c'est un petit peu le sens du thème d'aujourd'hui. Ce que tu dis, Mélissa, me parle beaucoup. En apprenant à s'aimer plus, je m'aperçois que je m'éloigne doucement des personnes autour de moi que j'avais attirées et à qui inconsciemment je demandais de m'aimer. Mais parce que plus je m'aime, moins je suis dans une position où je suis obligé de quémander de l'amour. Ainsi, moi, je m'aime, ben, quelque part, je m'aime. Donc, je suis moins dans une position où j'ai l'impression qu'il faudrait que je fasse des pieds et des mains pour être aimé par quelqu'un d'autre. Donc, si je m'aime, ben, quelque part, l'autre personne, si elle n'est pas capable de me donner un sentiment d'amour, ben, elle ne me donnera pas la satisfaction. Donc, je n'aurais peut-être pas envie, moi, de faire des efforts à ce moment-là. Mon commentaire précédemment sur la solitude. Bien sûr, c'est certain, quelque part, que cette notion de solitude, elle implique quoi? Elle implique ma responsabilité à me sentir aimé et à aimer. Alors, moi, j'ai envie de t'aimer, mais si toi, tu n'es pas capable de me donner l'amour dont j'ai besoin, ben moi, je ne peux pas t'aimer d'une façon satisfaisante. Je vais me sentir incomplète, je vais me sentir pas malheureuse. Donc, j'ai besoin, quelque part, d'un meilleur échange. Et le meilleur échange, ça se fait comment? Ben, c'est deux êtres humains qui peuvent se dire qu'ils s'aiment, mais le seul moyen pour eux qu'ils s'aiment concrètement, c'est quoi? C'est que dans le monde intérieur, ils ont des envies, des désirs, des besoins. Le seul moyen pour eux de s'aimer, c'est quoi? C'est de créer une zone de partage dans laquelle cette fameuse définition de l'amour va pouvoir se construire. Si ça ne se construit pas, ça va rester dans le monde fictif. C'est-à-dire, moi, je pourrais dire à quelqu'un, je t'aime. L'autre personne pourrait me dire, je t'aime. Elle est à l'autre bout du monde, et puis moi, je pourrais lui dire que je l'aime, elle pourrait me dire qu'elle m'aime. Mais cet amour-là, quelque part, n'a pas de réalité. Pourquoi je dis qu'il n'y a pas de réalité? Parce qu'à quelque part, cet amour-là, finalement, qui est un amour virtuel, n'a pas de consistance dans la matière. Donc, c'est un amour qui pourrait durer très longtemps, qui pourrait être très bien, mais il n'aura pas de consistance dans la matière. L'amour qui a une consistance dans la matière me confronte à devoir créer une zone de partage dans laquelle la matière va être manifestée. C'est-à-dire que moi, si j'aime quelqu'un, puis que cette autre personne, elle m'aime, puis qu'on ne fait absolument rien pour se montrer que l'on s'aime concrètement, mais ça va m'amener à me dire, mais finalement, on s'aime, mais il n'y a rien il y a rien de tangible. C'est comme une relation qui existe dans le monde imaginaire, mais qui n'a pas de vertu terrestre. Et inévitablement, la majorité des relations que l'on côtoie en amour, ben, c'est des relations qu'on veut concrètes, matière. On a envie d'affection, on a envie d'amour, on a envie d'attention, on a envie de choses terrestres, concrètes. Et si ce n'est pas là, ben, à un moment donné, on arrive à se dire, ben voilà, tu as beau me dire que tu m'aimes dans ta tête, c'est super que tu m'aimes dans ta tête, je te remercie beaucoup, mais moi, j'ai besoin de quelque chose de concret. Donc, j'ai besoin que tu me montres concrètement comment tu m'aimes, de quelle façon, et puis c'est comme ça que moi, je vais me sentir vraiment aimé. Donc, c'est là, quelque part, que l'amour, finalement, c'est quelque chose qui se travaille et qui se discute, j'irais jusqu'à dire, dans le sens qu'on a besoin de parler, on a besoin de communiquer, on a envie, quelque part, de manifester aussi des besoins. Concrètement, c'est comment on veut être aimé.
de quelle façon que l'autre personne peut m'exprimer son amour, son amour. Si on est obligé de lui dire, c'est peut-être une bonne chose de lui dire, parce que peut-être cette personne-là ne sait pas comment aimer. Donc, quand on lui dit, regarde, une fois par semaine, on devrait faire une activité commune ensemble, dans laquelle on pourrait vivre quelque chose de romantique, c'est une façon de faire qui peut paraître un peu mécanique en disant une fois par semaine, mais en même temps, ça oblige un moment d'arrêt dans une semaine. Une semaine, c'est toujours on est souvent très occupé. Donc, si on se dit tous les samedis soirs, par exemple, ou tous les samedis, on se fait une journée quelque part, un genre de rituel d'amour, quelque part, on se crée des conditions favorables. Et ça veut donc dire que tous les deux, on va prendre le temps de définir cette journée-là. On va prendre le temps de penser à cette journée-là. On va prendre le temps de faire des choses qui peuvent être des choses simples, des choses complexes, peu importe, mais dans lesquelles on va manifester cet amour-là. Donc, de cette façon-là, on nourrit quelque chose de beaucoup plus riche et beaucoup plus intéressant. Et je pense que c'est là que ça peut devenir une façon de travailler la relation amoureuse qui peut être intéressante. Puis, ça touche cette notion de 2021. Ainsi, moi, j'ai envie de vivre une relation amoureuse plus satisfaisante, mais c'est peut-être le temps de définir de quelle façon qu'elle peut être plus satisfaisante et de regarder d'une façon concrète et tangible de quelle façon qu'elle peut être plus satisfaisante. Que ce ne soit pas simplement dans l'esprit, mais que ce soit aussi dans le concret, ça peut être intéressant également. Isabelle qui dit, c'est ce que je commence à faire, de faire des demandes. C'est vrai que ça bouscule beaucoup l'autre à qui je n'ai pas donné cette habitude dans le passé. Oui, mais la beauté de la chose, c'est que la vie, on évolue tous et la vie change pour tout le monde. Donc, les habitudes qu'on n'est pas habitué de transmettre, quelque part, l'autre personne doit, si elle nous apprécie, se dire, oui, j'ai envie effectivement de répondre à cette demande-là aussi. On apprend apprendre à demander je me rends compte que c'est essentiel absolument parce que si tu ne manifestes pas, les gens, quelque part, ne peuvent pas deviner. Tu sais, par exemple, si tu dis à quelqu'un, j'aurais envie que tu m'aimes et que tu ne précises pas de quelle façon tu vas être aimé, l'autre personne, elle va se dire, je t'aime. Je ne sais pas quoi dire, je ne sais pas comment t'aimer mieux. Alors, toi, tu vas dire, oui, voilà, j'y ai pensé, voici la liste des choses que je voudrais que tu fasses pour m'aimer mieux. Alors, vous voyez, là, on arrive à quelque chose de concret. L'autre personne peut te dire, je me sens capable, je ne me sens pas capable. Au moins, ça amène un jeu de discussion qui devient plus concret et tangible et qui sort un peu de cette espèce d'impasse dans laquelle on ne sait pas trop comment aimer. Là. Ça peut être une façon intéressante de procéder. C'est aussi sortir de sa zone de confort, bien sûr. C'est certain que quand on brise des habitudes de fonctionnement pour en créer de nouvelles, on est en train de demander à des gens de s'adapter à de nouvelles façons de se comporter, ce qui n'est pas bête. Parce qu'évidemment, la routine, c'est quelque chose que l'être humain valorise beaucoup. Alors, la routine, quelque part, avec la vie qu'on a, beaucoup d'entre nous avons beaucoup d'activités. On n'a pas beaucoup de temps, quelque part, pour pouvoir justement s'asseoir puis réfléchir ou réinventer notre vie. Donc, c'est certain que c'est intéressant de se mettre dans cette position-là, justement, de rituel, quelque part, dans lequel on ose, finalement, incarner mieux qui on est. Je pense que c'est une belle façon de procéder. Ça positionne l'autre aussi face à ses responsabilités. Ce n'est pas toujours facile. Ça demande beaucoup de communication bienveillante. Effectivement, parce que la communication bienveillante, c'est de toujours se rappeler quelque part qu'on est responsable. Tu vois? On est responsable. Je suis responsable. Bien sûr qu'en disant que je suis responsable, quelque part, j'ai donc, parce que je suis responsable, l'occasion de rappeler à l'autre qu'il est aussi responsable. OK? Mais c'est très important de se rappeler que je suis responsable. Au niveau de la communication bienveillante, c'est la clé. Si moi, je laisse sous-entendre que c'est l'autre personne qui est responsable, ça veut donc dire quelque part que je ne suis pas dans une communication bienveillante. La communication bienveillante implique que je suis responsable et que j'ai le désir de partager avec l'autre quelque chose qui va me permettre d'améliorer la relation. Et que dans ce sens-là, l'autre personne ne se sent pas donc à ce moment-là responsable de quelque chose qu'on lui fait porter, mais on est en train de comprendre qu'on est en train de mettre sur la table quelque chose qui va faire évoluer la relation. Et c'est bien, bien important de faire cette nuance-là, je dirais. OK. J'avais promis donc un petit tirage d'un petit enseignement quelque part qu'on pourrait définir ensemble après. C'est une valeur à peu près de 150 €, 150 $ à peu près l'enseignement qui est proposé. Des enseignements qui sont en replay, mais qui peuvent avoir un certain intérêt pour vous. Il y a plusieurs thèmes. C'est pour ça que je dis que on verra dans un deuxième temps quelle est la formation qui pourrait vous intéresser, puis ce sont des formations quelque part qu'on peut visionner à son rythme et qui peuvent donc vous donner des enseignements supplémentaires sur l'approche qui ont été conçus dans le passé sur différents thèmes
qui touche l'auto-guérison, l'harmonie des émotions. Il y a plein de thèmes, comme je vous dis. C'est pour ça que je vous laisse au choix. Je vous donne l'ensemble des thèmes, vous dites lequel que vous choisissez, puis je vous envoie donc le lien et vous suivez la formation. Alors, si ça vous intéresse, moi, je vais vous proposer, donc, là, on est combien? Attendez. Bon. Alors, entre un chiffre entre 0 et 15. Voilà. Le premier qui va toucher le chiffre que j'ai écrit, ben, je vais vous le montrer tout à l'heure. Donc, c'est toujours pas apparu. Donc, je vous laisse le soin de continuer à mettre les chiffres. Toujours pas là, toujours pas là. Voilà, je l'ai, Mélissa. Mélissa qui l'a eu. Je le note pour ceux qui ne me croient pas. Je ne sais pas si vous le voyez de toute façon. C'est écrit quelque part. Vous voyez, c'est écrit ici, là. Mais en fait, c'est 12. Voilà, c'était ici, mais je ne sais pas si c'est clair. En tout cas, voilà. C'est un chiffre en inversé. Donc, Mélissa, mais évidemment, tu contactes avec moi. Et puis, en écoutant un petit peu tes besoins, bon, pour regarder qu'est-ce qui apparaîtrait le plus intéressant parmi les enseignements qui sont proposés à plusieurs, donc plusieurs thèmes aussi. Donc, je pense que ça peut être intéressant, quelle que soit la formule que tu choisiras, ça va être intéressant, puisque ce sont les bases de la pleine conscience intuitive avec un thème sur lequel, qui est un biais d'information, une façon d'aborder la pleine conscience intuitive qui va vous permettre de pouvoir aller un peu plus loin là-dessus. Est-ce que vous aurez des questions avant qu'on termine? Dernière part de questions, s'il y a des questions, sinon on va arrêter ici. OK, donc, bonsoir, France, je suis très attiré à me lancer à travailler comme psychologue. J'ai 40 ans, j'ai un blocage qui m'empêche d'aller de l'avant. Que pouvez-vous me dire? Je vais dire quelque chose, je pense, qui va être un peu comme une image globale de la situation, mais ce que je sens, c'est qu'il y a effectivement il y a une tête qui est assez forte chez toi. Puis, ce que je sens, c'est que la tête, elle a une capacité de contrôle. Ça, on a une tête qui est forte. On a une capacité de contrôler. Je donne un exemple, on a de l'ambition. Par contre, on a une tête qui est forte. La tête essaie de contrôler l'ambition et essaie de nous ramener à une forme d'humilité, à une forme de, ben non, je commence par là. Comme s'il y avait quelque chose qui nous empêchait de reconnaître qu'en dedans de nous, il y a une forme d'ambition. Et la forme d'ambition, quelque part, c'est, tu sais, quand je te dirais, par exemple, moi, je voudrais devenir une conférencière, je voudrais devenir une enseignante, je voudrais faire ceci, je voudrais écrire, je voudrais faire ça. C'est pas comme s'il y avait une ambition qui était là. Et cette ambition-là, moi, je te dirais, pourquoi pas de la laisser monter à ta conscience, parce que c'est une ambition qui, tu sais, quand je te disais l'intention, la première étape d'aujourd'hui de la conférence, c'était l'intention. L'intention, c'est quoi? C'est qu'est-ce qui fait que j'ai envie de me lever ce matin, le matin. Alors, dans ton cas, moi, je te dirais, mais ce qui fait que tu as envie de lever le matin, c'est pas de devenir psychologue, c'est de tous ces projets que je viens de nommer qui vont vraiment être excitants. C'est ça qui t'excite, c'est ça qui te donne le sentiment que tu vas avoir réussi. Donc, moi, je te dirais que c'est là-dessus, à quelque part, il faut que tu t'investisses. De quelle façon que tu peux justement faire valoir, en quelque part, que tu as quelque chose qui est de l'ordre de l'ambition, qui est de l'ordre de vouloir amener quelque chose, un apport, peut-être à la psychologie, et dans ce sens, ça implique aussi ta différenciation. C'est quoi les compétences particulières? C'est quoi le message que tu as envie d'amener au monde? C'est là que je sens qu'il y a quelque chose que tu as à préciser envers toi-même, qui va te donner l'opportunité ensuite, bien évidemment, de te dire de quelle façon que tu peux incarner ta lumière, de quelle façon que tu peux incarner ta différence, ta façon différente de faire les choses, et qui va t'amener vers le rituel de libération, de célébration qu'on a vu aussi par la suite. Je ne sais pas comment tu reçois ça, France. Oui, pardon. Je mets trop de temps à écrire, donc oui, je me reconnais tout à fait dans l'ambition. Des fois, il y a une recherche trop forte de but, en fait, pour le but. Mais moi, dans mon intention d'être psychologue, c'est vraiment d'amener les gens vers l'amour. Là, ces derniers, ça fait 20 ans que je me pose la question. Ouais, Et mais je fais tout autre travail. Mais c'est vraiment d'amener les gens vers eux-mêmes. C'est ça mon but. Mais je ne sais pas par où commencer.
Oui, mais il faut commencer par le début. Et le début, c'est finalement, c'est d'arrêter de chercher, justement. Parce que chercher, ça ne sert à rien, parce que c'est un peu comme si tu avais 25 portes devant toi et que tu disais, bon, ben, je ne sais pas quelle porte que je vais ouvrir. Mais pendant que tu cherches tes 25 portes devant toi, ben, tu ne fais rien. Alors que si tu ouvres une porte, quelle qu'elle soit la porte, tu dis, ah ben, j'ouvre la porte, je vais voir où ça va m'amener. Et par le fait que ça nous amène à quelque part, à chaque fois, ben, ça nous amène dans un chemin. Et ce chemin-là, quelque part, est un chemin qui, je vais dire ça comme ça, de façon caricaturale. Hein, je vais le présenter de façon caricaturale. C'est quel que soit le chemin, que toi tu veux, c'est être connu. Caricatural. Hein? Tu veux être connu. C'est l'ambition. Ouais. L'ambition, c'est la première chose. Donc, arrêtons à quelque part de se demander quel serait le chemin, puisque le chemin, c'est d'être connu. Donc, si tu valorises l'idée d'être connu, ça veut dire quelque part que tu as, en cette démarche que tu viens de décrire, de vouloir amener les gens à s'aimer, etc., de faire quelque part à développer une façon qui va être la tienne, parce que ça sera la tienne. Même si c'est un ramassis de choses qui existent déjà, il y aura un besoin quelque part de définir que c'est une façon que tu as choisie, que tu as trouvée, qui est ta méthode. Et je pense que c'est là, quelque part, qu'il faut que tu vraiment valorises cette notion d'ego. L'ego, c'est de dire, c'est pas vrai que tu veux te lancer dans n'importe quoi. Tu veux te ramener à quelque chose qui est à toi, qui est toi. Ça veut donc dire quelque part que c'est toi. C'est donc, tu vas développer quelque chose qui va te ressembler, même si c'est quelque chose de très simple, même si c'est quelque chose qui n'est pas compliqué. C'est là que tu vas commencer à comprendre que tu es en train de prendre une voie qui va beaucoup plus être stimulante envers toi à ce moment-là. Oui, je suis vraiment là-dedans. Je suis vraiment là-dedans, oui. Je pars de plus en plus du besoin de reconnaissance, dans de la recherche de quelque chose qui vienne de l'intérieur. Là, j'ai laissé tomber la formation de psychothérapie. J'ai vraiment vraiment besoin de chercher cette énergie à l'intérieur de moi. Mais j'ai encore un besoin j'ai un besoin d'insécurité encore à... Oui, c'est tout à fait ça. Renforcer l'ego mais cette ambition, et le sentiment de sécurité. Mais l'ambition joue contre toi, parce que l'ambition, effectivement, t'amène à te dire, ben, un exemple, moi je me trompe, ça c'est pas assez grand, ça c'est trop petit, ça c'est pas assez... Toi, il y a cette espèce de piège de positionnement. Quand on est quand on incarne notre lumière, on n'est pas en train de se positionner par rapport à c'est petit ou c'est grand. On incarne. On incarne, ça veut donc dire que ça va devenir ce que ça doit être. Ça peut devenir grand, ça peut devenir petit, mais on incarne. Incarner, c'est reconnaître cette ambition et de lui donner une expression juste de ça, tu vois. D'accord. Merci beaucoup, oui. Je te remercie. OK, donc je pense qu'on va arrêter ici. Je pense qu'on a pas mal fait le tour de toutes les questions qui ont été posées. J'espère que vous avez apprécié donc cette petite conférence et sachez évidemment qu'il y a une relâche pour donc la fin décembre. Actuellement, il y a un webinaire qui a lieu pour lequel les gens peuvent poser des questions aussi et dans lequel, bon, je suis plus là pour répondre à des questions en fin de compte souvent. Et là, dans ce cas-ci, ben, malheureusement, donc, le temps des fêtes vont faire que c'est un peu plus compliqué. Donc, j'ai choisi de ne pas faire de webinaire. Par contre, en janvier, vous aurez donc la conférence et un webinaire qui aura lieu. Les dates n'ont pas été arrêtées comme telles, mais vous allez recevoir un mail en début janvier qui vont vous donner les informations à ce sujet-là. Il y aura donc toute une nouvelle structure de formation que je suis en train de présenter, dans laquelle il y aura plus d'événements en ligne directs. Ça va être un peu plus présent, ça, parce que j'ai fait un week-end récemment qui s'est super bien passé. Ça m'a donné envie de proposer quelque chose un peu plus important. Donc, en janvier, il y aura donc une proposition dans ce sens-là qui vous sera faite entre les nouveautés. Je vous en parlerai un peu plus en détail. Donc, c'est le moment venu. Je vois qu'il y a des gens qui ont commencé à sauter les vœux. Alors, bien évidemment, je vous souhaite une très, très belle, un très beau Noël, un très beau joyeux Noël, et puis évidemment, un très beau début d'année 2021, puisque j'aurai sûrement l'occasion de vous transmettre mes vœux à ce moment-là, en début d'année 2021, avec un événement dans lequel je vous aviserai les dates et tout ça. Donc, j'espère que vous allez passer un beau Noël sacré, dans lequel vous allez vous renouer contact avec votre rituel de libération et de célébration pour commencer, pour vivre Noël différemment déjà, et dans une position de responsabilité, mais de bienveillance, mais aussi de transformation de soi, dans lequel plus de liberté, plus de joie peut s'en suivre. Et puis évidemment, pour 2021, mais pourquoi pas, se lancer donc dans cette même idée de transformation, de renouvellement de soi, pour amener donc une année qui soit la plus riche possible, indépendamment des conditions extérieures, c'est-à-dire de tout ce qui se passe autour de notre monde extérieur, qui peut nous empêcher, nous donner l'impression que ça peut nous empêcher de progresser, d'évoluer. Notre défi, c'est de dire de quelle façon que moi, je peux m'adapter à cette situation pour augmenter ma capacité de transformation et de changement. C'est ça un peu le défi que je vous invite à avoir pour être le plus positif, le plus évolutif là, dans cette expérience de vie.
Donc, je vous souhaite donc de très beaux moments. Reposez-vous bien, amusez-vous bien. Et puis, on se reparle donc en 2021. À très bientôt. Au revoir.